De toute façon, tu vas tout passer, je vais être grillé. Hein. C'est clair. Ouais, c'est clair. Tu sais qu'on a démarré l'interview. Ouais, bah d'accord, ouais, super. Tu peux te présenter? Alors, je suis Karl Lagerfeld. D'accord. Voilà, j'ai un surnom qui est Gilles Babinet. Mais on me retiendra surtout comme Karl Lagerfeld. Et tu travailles dans la mode mobile, c'est ça? Ouais, je travaille dans la mode. Le 27 septembre 2005, Rodrigo Sepúlveda ouvre le premier vidéoblog de l'internet français avec une interview secrète de Gilles Babinet, le patron de MusiWave, une société de services musicaux mobiles à la croissance exponentielle. Ouais, c'est clair. Elle a été vendue dans 1 heure. Voilà, donc ça a été vendu pour un montant énorme. Ouais. Je n'ai pas le droit de révéler avant, après, du tout. Et je pense que... Mais fais-moi voir la banane. J'ai la banane. Ce dernier peut effectivement avoir la banane. Dans 1 heure, il va vendre sa start-up pour 100 millions d'euros, un montant à 8 chiffres qu'on n'avait plus entendu depuis la bulle Internet. Et t'as commencé ta première boîte à quel âge? C'était absolument, le mot c'était magique, Ça avait un côté complètement magique, quoi. J'étais devant l'ordinateur, je me suis connecté, enfin j'étais chez quelqu'un, et puis c'était à 2400 mots, hein, donc c'était relativement lent, mais les images, il n'y avait pas d'image, donc c'était pas gênant pour la vitesse. Et brusquement, en 3 secondes, 4 secondes, on était connecté dans la banque de données de l'université de Stanford. Et on était à Paris. C'était un vendredi soir d'octobre 94. À l'époque, je travaillais beaucoup. Et c'était un vendredi soir. Vers les 7h, il n'y avait plus personne à l'atelier, puisque je m'occupais de l'atelier de l'ex-compagnie bancaire. Donc vers les 7h du soir, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. J'y suis allé, et quand j'ai regardé ma montre, il était minuit. J'ai commencé par la Morgan, qui était la première banque aux États-Unis à avoir un site web. Et j'ai terminé sur un site de Nouvelle-Zélande, dans les rhododendrons. Moi, c'était un choc. Ça a été... J'ai vu tout de suite que ça correspondait à ce que j'attendais depuis 20 ans. C'est-à-dire une révolution qui allait permettre de créer plein de choses nouvelles et qui allait me permettre, peut-être à moi, de créer plein de choses nouvelles. Comme si on avait découvert un nouveau continent. C'est l'image classique, mais comme la découverte de l'Amérique à l'époque de Christophe Colomb. Je me suis dit ça va marcher. C'est con, mais j'avais vu plein de techno arriver pendant 20 ans, sur lequel je m'étais pas rué, parce que c'est pas passionnant. Et celle-là, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit ça va vraiment tout révolutionner, parce que c'est simple. Mais le gros choc plus fort encore a été quand Mosaic est sorti. Mosaic, donc premier navigateur web avec des images. Alors là, ça a été... on s'est dit, ça y est, c'est parti, quoi. C'est-à-dire que brusquement, n'importe qui, il suffisait de cliquer sur un lien, il n'y avait plus de code à rentrer. Et on voyait des images arriver de partout, des sites faits dans le monde entier qu'on pouvait avoir en un clic. C'était absolument... Le mot, c'était magique. C'était magique. Né aux États-Unis dans le magma bouillonnant de l'année 1968, par l'astuce de quelques ingénieurs militaires du Pentagone, voici donc l'Internet. Invention d'apparence modeste, permettant d'envoyer des informations entre 2 ordinateurs reliés par une liaison téléphonique. Son premier nom de code, ARPANET. Alors, la première fois, je me suis dit, c'est quoi ce bruit de malade? Parce qu'à l'époque, on se connectait par modem et il fallait accrocher une porteuse et ça faisait un bruit. Et c'était dimanche matin, il était 9h et Alexandre faisait, donc mon compagnon à l'époque et mon associé faisaient des essais
Et moi, j'étais en train de faire ma grasse matinée. J'ai dit, mais si c'est ça ton Internet, moi, j'en veux pas. Rudimentaire et réservé aux spécialistes informatiques, l'ARPANET va devenir l'Internet par deux évolutions fondamentales. La création en 1993 par l'anglais Tim Berners-Lee du langage HTTP, permettant de créer des adresses de sites reliées les unes aux autres par des liens hypertextes. Plus de lignes informatiques à rentrer, il suffit de cliquer. Dans la foulée, Marc Andreessen crée Mosaic, le premier navigateur permettant d'afficher images et textes sur le même écran. C'est la vraie naissance du web. L'araignée Internet tisse sa toile. Et là, c'était Star Trek. C'est-à-dire que la découverte de l'Internet, le vrai flash, il est lié à la découverte du web et du browser web. Là, on avait des images, on avait des trucs, et sur deux morceaux de l'écran, il y avait deux infos qui venaient de deux endroits différents. Là, c'était extraordinaire, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça que je veux faire. Ça. Le petit signal d'une ère nouvelle, mais qui exige de ses adeptes qu'on y entre comme on entre en religion. Rarement dans la vie des moments de conviction profonde qui est que contre tout argument objectif, on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Et donc en 93, j'ai décidé de créer une boîte de ça, d'Internet. Et j'ai créé FranceNet début 94. Pourquoi vous avez prié ça pour FranceNet? Parce que c'était chouette. En janvier 95, on a lancé Imaginet, qui était le premier fournisseur d'accès à proposer une offre forfaitaire pour 150 francs à l'époque, on était encore en francs, pour 150 francs, heure de connexion illimitée. Oh, illimité. Non, on a dit non, attends, t'es fou, tu te rends pas compte, illimité. Alors on a quand même limité à 50 heures de connexion, ce qui était énorme, Et une offre forfaitaire, 150 francs, heure de connexion quasiment illimitée, ça a fait un carton. Parmi les premiers adeptes, Arnaud Lagardère, futur créateur de Club Internet. Oriane Garcia, future créatrice de Caramel. Gilles Guéquier et Jean Poster, futurs créateurs de Nomad, ou encore Thierry Herman, futur créateur de Hard Price. Fin 94, les futurs sont dans la place. Tout baigne. Ne rêvons pas dans l'Internet. Les méga coups, toutes les grandes structures, tout ce qui a été fait, par exemple, tous nos DNS. Le groupe possède très précisément 11 000 DNS. Et donc .com, .net, .org. Vous savez quand est-ce qu'on a créé les derniers? Pratiquement 94. Tout s'est fait avant 94. Thierry Herman exagère à peine, manque juste l'opération qui va déclencher l'avènement des futurs. Le 9 août 1995, l'Internet opère sa mutation la plus fondamentale depuis sa création. D'abord, Internet n'est pas une affaire d'inventeur, elle n'est pas une affaire d'innovateur, elle n'est pas une affaire de chercheur, elle n'est pas une affaire de créateur. Tous ces gens-là ont eu un rôle décisif, mais avant. C'est pas eux qui vont faire la révolution de l'Internet. La révolution de l'Internet, c'est un entrepreneur financier qui va la faire, parce qu'il a eu l'idée que cette innovation, qui est le browser, Mosaic, a potentiellement la capacité de transformer la société de l'information. Cet entrepreneur, c'est Jim Clark, un financier américain en mal d'activité qui va trouver le fameux Marc Andreessen, inventeur du navigateur Mosaic. Son idée, coter en bourse Netscape, la société qui commercialise le navigateur. Netscape n'a pourtant que 8 mois d'existence et accuse des pertes conséquentes. Pour faire coter cette entreprise, il faut donner une valeur à l'entreprise. Et donc il faut donner une valeur à l'innovation. Et donc il faut bâtir un modèle économique autour d'une innovation technologique. Et c'est ça la véritable invention. Pourquoi ? Parce que Jim Clark, qui est donc cet entrepreneur financier qui va chercher Marc Andreessen, il dit comment évaluer une entreprise qui a une activité aussi mystérieuse que Internet? Alors il dit on va chercher des choses qui puissent être comparables. Et la seule chose qu'il trouve de comparable, c'est l'industrie du câble. Donc il dit on va essayer d'appliquer ce modèle du câble à l'Internet. Et puis il fait des petits calculs de valorisation et il voit que ça donne pas beaucoup d'argent quand même tout ça. Donc il dit on va prendre le modèle de valorisation du câble et on multiplie par 2. Et il arrive comme ça à une valorisation boursière de 12 $ l'action. Et puis, je vous passe les détails, il va à la première cotation, et la première cotation, c'est 71 $. Plus que l'introduction réussie, c'est la déclaration de Jim Clark à la tribune qui retient l'attention. L'introduction en bourse n'est plus une source de financement, mais une course contre la montre et un événement marketing. En une phrase, l'Internet vient de faire évoluer son ADN. Il a compris que la bourse et le buzz fait autour d'une introduction en bourse, d'une IPO, c'était un vecteur formidable de marketing, de notoriété. Et on voit bien que dans Internet, il y a certes la capacité technologique et économique, mais d'emblée, il y a une histoire qu'on va raconter au public et il va y avoir un news flow, un flux de nouvelles qui va alimenter cette histoire. Et tout est inséparable dans ce que j'appellerais la mise en scène de la nouvelle économie.
Ça a été fondamental. Fondamental, qui nous a donné le sentiment qu'on avait de l'or entre les mains et qu'il fallait juste le transformer. Quoi. Oui, ça a été un moment capital, c'est vrai. Parce que c'était la première fois qu'on voyait ça. Quoi. eBay, ça a été important aussi. eBay, le site d'enchères, et Yahoo, le premier portail américain, passent brillamment l'examen de la bourse. Les banquiers d'affaires ont saisi le filon. Dans la foulée, ils sortent le rapport Internet. C'est un rapport qui a été écrit par Morgan Stanley, par une nana qui s'appelait Mary Meeker, qui était la gourou de l'Internet en banque d'affaires, qui expliquait justement aux investisseurs institutionnels classiques ce qu'était l'Internet, quel était le modèle économique associé, et surtout où est-ce qu'il fallait mettre leur argent. Elle expliquait comment eBay gagnait de l'argent, comment Yahoo gagnait de l'argent, et surtout elle expliquait que ces valeurs-là vaudraient le double, triple ou 10 fois ça dans les 2-3 prochaines années. La bulle américaine de l'Internet vient de débuter, dès 1996, et dès 1996, elle soulève ses premières interrogations, celle d'Alan Greenspan. Le président de la Banque fédérale fustige ce qu'il qualifie alors d'exubérance irrationnelle. Après un bon bain, il va changer d'avis. Alors il cherche. On dit qu'il passait son temps à compiler des statistiques dans sa baignoire et il découvre que certaines activités manifestent des accélérations de gains de productivité. Donc au début, comme il ne comprend pas le phénomène d'exubérance des marchés, il dit il y a de l'exubérance des marchés. Et puis comme cette exubérance dure, il se dit il doit bien y avoir des avantages fondamentaux à cette innovation technologique. Et c'est là qu'il produit le discours de la nouvelle économie, qui consiste à dire nous avons changé de paradigme économique. Nous entrons dans un monde de la croissance continue sans inflation, vertueuse, parce que basée sur des gains de productivité. Le revirement de Greenspan annonce tout ce à venir. Le terme de nouvelle économie permet désormais de tout expliquer, tout annoncer. Sans le savoir, Greenspan plagie Cocteau. Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Clinton apprécie, il est celui qui est en train d'emmener l'Amérique vers sa 8e année de croissance. Depuis la chute du mur de Berlin, le libéralisme se retrouve sans contradicteur idéologique. L'Amérique voit une autoroute s'ouvrir devant elle, l'autoroute de l'information. Deuxième chose que je voulais dire, parce qu'on l'entend souvent pour la France est en retard, la France est en retard. Ça, c'est un dumping idéologique. On est très en avance sur des tas de choses, notamment sur l'usage du Minitel. Le Minitel va maintenant être couplé sur le net, donc il n'y aura pas du tout de différence technique. Mais il y a une culture. Je suis en désaccord total. Il faut dire, peut-être c'est pas grave. Allez-y-mou dans ce comportement qui consiste à croire que si vous ne passez pas des heures sur le web, vous êtes en retard ou dépassé par l'histoire. On n'est pas en retard et dépassé par l'histoire parce qu'on regarde la télévision, on connaît le journal et qu'on n'est pas sur le web. Je suis entièrement en désaccord avec tout ça. D'abord, le critère... Il n'y a pas de passé de progrès là. Attendez, je peux avoir quelques secondes. Il n'y a pas de passé de progrès. Je peux avoir quelques secondes. Bien sûr, bien sûr. Merci. Le cœur de ce qui signifie qu'un peuple est en avance d'un point de vue intellectuel, c'est la curiosité. Alors évidemment, ceux qui ne regardent pas Internet, qui ne l'utilisent pas, manquent de curiosité. Donc déjà, le fait de... Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Oui, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler, soyez gentil. C'est très déplaisant. J'ai été police. Oui, mais vous pouvez m'interrompre, ça me pose Non, moi ça me pose des problèmes. Moi ça m'en pose. Deuxièmement, la France est évidemment terriblement en retard. Ah oui. Honnêtement, ce qui est formidable dans cette histoire-là, c'est que le Minitel a à la fois tué et créé l'Internet. Il a tué ou retardé l'Internet en France, puisque effectivement il a installé dans l'idée des gens que passer du temps à chercher de l'information était coûteux. Et de l'autre côté, il a explicité les modèles économiques vers lesquels on est en train de reconverger, qui sont des modèles de type kiosque, qui que pour fédérer un certain nombre de services et payer les ayants droit, avoir un tiers de confiance qui collecte l'argent et qui soit à même de le redistribuer d'une manière juste et équitable aux différents ayants droit, le modèle du kiosque est un modèle extrêmement efficace pour l'économie numérique. Le Minitel, ou si vous préférez l'annuaire électronique, on en parle déjà depuis bien longtemps, depuis même un certain temps. Nos bons vieux annuaires, toujours en service, pourraient bientôt disparaître car les PTT viennent de mettre en place une expérience assez intéressante et originale à la fois à l'échelle d'un département. L'expérience va être menée grandeur nature dans tout le département d'Ille-et-Vilaine. Le Minitel, celui que vous aurez chez vous, du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ. Lancé en 1986, le Minitel va être la plus grande invention française de l'informatique par la simplicité d'un terminal qui fait oublier aux Français qu'il est un ordinateur. La clé du succès du Minitel, ça a été ça. Ça a été de faire utiliser un terminal informatique aux gens sans leur dire que c'était de l'informatique. C'était juste une sorte
téléphone amélioré avec écran, etc. Le Minitel va surtout développer une culture du dépouillement très utile à l'heure de construire les premiers sites marchands. Comme c'est un outil qui est très frustre, ça a appris à être concis, à être efficace et à mettre toute l'information sur un seul écran. Et donc je dirais que c'est une sorte d'ancêtre de Google à la limite. Aujourd'hui tout le monde apprécie la simplicité de navigation de Google, mais en fait on avait exactement la même chose sur Minitel. C'est pourtant sur son exploitation la moins avouable que l'outil révèle son efficacité. Le Minitel Rose. De Henri de Maublanc, patron d'Aquarelle, à Xavier Niel, le créateur de Free, c'est le trésor amassé grâce aux messageries coquines qui va permettre le basculement rénal des pionniers du Minitel vers l'Internet. Il y a beaucoup de gens effectivement qui ont fait du Minitel Rose. Ouais. Et des fortunes avec. Oui. On ne pouvait pas faire de Minitel sans faire de messagerie rose de toute façon. Je veux dire, ça aurait été stupide de ne pas en faire parce que c'est vrai que ça marchait et que c'était assez cash machine. Propriétaire de ces belles machines à sous, France Télécom voit la vache à lait du Minitel commencer à montrer quelques signes d'essoufflement. À marche forcée, l'opérateur national doit lancer son fournisseur d'accès Internet. Il s'appellera Wanadoo. C'est quoi Wanadoo? Société qui est créée en 96. C'est-à-dire en clair 2 ans après tout le monde, quoi. 2 ans après les pionniers. Donc c'est tout sauf une marque pionnière. Créée par France Télécom, qui est l'entreprise haïe par les internautes pionniers. Parce qu'elle a tout fait pour que l'Internet n'existe pas. Et quand au bout de 2 ans, elle se rend compte qu'elle ne peut pas empêcher Internet d'exister, elle décide de tuer Internet, enfin de tuer les autres, et elle se lance. Parce que France Télécom a cru en Internet. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'était une religion. C'était une flambée, bien sûr. Pas tout de suite. Pas tout de suite. La toute petite équipe de fondateurs de Wanadoo autour de... Mais de Wanadoo, mais... Non, mais... C'est comme moi et Nicolas, France Télécom n'a pas vraiment cru en Internet. Non, mais justement, cette petite équipe autour de Gérard Emery, de Yves Parfait, de Daniel Lerès, tous ces gens-là qui étaient au moment de la conférence de presse de janvier 96, si je me souviens bien, étaient quand même assez isolés. Étaient, tout à fait. Dans une entreprise qui était une entreprise de 150 000 télécommunicants, assez classique, etc. Maintenant, c'est une entreprise, France Télécom, qui est une entreprise de combattants, de gens qui partent à l'assaut et qui adorent les défis. Donc, dès qu'ils ont vu qu'Internet était quelque chose de tout à fait significatif, l'entreprise a pris feu. Elle a absolument pris feu. L'entreprise, France Télécom n'a pas résisté à Internet. Ça, je m'inscris en faux contre ça. L'idée qu'il y ait eu un camp qui était favorable au Minitel, contre Internet, ou favorable à Numéris, contre la DSL, ça s'est pas passé comme ça. Il y avait simplement l'espèce d'énorme paquebot qui vivait sa vie, et il fallait simplement que l'étincelle soit produite dans le nuage de gaz. Une fois lancé, le paquebot va tout écraser sur son passage. Rapidement taxé d'hégémonie, France Télécom et Wanadoo sont mis à l'index par la Commission de Bruxelles. Il n'y a eu absolument aucune intention, en l'occurrence c'était moi qui étais aux commandes, prédatrice de France Télécom, de moi-même en l'occurrence, consistant à dire voilà, ça suffit, il faut qu'on reprenne 80% de part de marché, etc. On avait l'inverse en tête, on avait peur de perdre des parts de marché considérables si on ne prenait pas la vague du haut débit. Regardez le nombre de condamnations que France Télécom a eu et Wanadoo ont eu par la Cour de justice européenne pour abus de position dominante, quasiment tous les ans. La querelle est vaine. Ce qui va bien vite relier pionniers émanant de l'Internet français, c'est une défiance de principe pour le législateur. Bien avant mai 2002, les Français annoncent le divorce à venir avec toute forme d'autorité politique. Pour une fois qu'on a un espèce de moment économique dans lequel l'État n'est pas central dans ce pays où l'État est central partout, pour une fois qu'on a une sphère qui est une sphère entrepreneuriale, libertaire, non jacobine, non colbertiste, bon Dieu, qui nous fout la paix, quoi, qui nous fout la paix. Le patron de Wanadoo peut dormir tranquille. À la fin de l'année 96, la tête de l'État français montre son niveau de connaissance de l'outil informatique. Bernadette a beau venir à la rescousse, le mal est fait. Jacques Chirac vient d'offrir 6 mois de sketch au Guignol de l'info. Le politique est le degré 0 de l'Internet. Mais le 0 absolu, quel que soit d'ailleurs tout bord confondu. Le seul qui a eu une vision extraordinaire, à l'époque on avait acheté des pages dans le Monde pour répondre, c'était génial. La seule fois où on a pris notre pied, c'était le discours de Hourtin, de Jospin. C'est le seul moment d'intelligence que j'ai entendu dans cette putain d'Europe en 10 ans. Le seul et unique moment. Jospin à Hourtin, c'est important? Non. Non, je sais pas ce que c'est Jospin à Hourtin. Hourtin, j'ai demandé l'autre jour, parce qu'on était dans un truc de vidéoblogueur en flash sur le web. Le mec il dit je suis Hourtin, je sais pas quoi, je sais quoi Hourtin quoi. Voilà. Le mec qui sort ça est un imbécile fini achevé qui n'a aucune connaissance historique de l'Internet. Je suis un garçon très gentil, mais quand je porte des propos durs, ils sont durs.
Celui qui sort Courtin n'a aucune importance, n'a aucune lisibilité de l'histoire. C'est à peu près comme si vous me demandiez d'expliquer Waterloo. Jospin à Hourtin, l'acte fondateur de l'Internet français. Derrière ce discours historique et déclencheur, Jean-Noël Tron, jeune abonné au France-Net de Rafi Aladjian. Moi, la première chose qui me frappe en arrivant à Matignon, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'équipement informatique. Il n'y a pas de réseau. À l'époque, les secrétaires se promènent dans les couloirs avec des disquettes, des 3,5 pouces, avec les contenus des fichiers. Moi, je demande un ordinateur à l'époque, on me le procure sans trop de difficulté. Quand je demande une imprimante, on m'explique gentiment que j'ai une secrétaire, donc j'ai pas besoin d'imprimante, en principe. 3 mois à peine après son arrivée au cabinet, Jean-Noël Tron profite de l'ivresse des débuts pour envisager un électrochoc. Pour moi, le premier rôle de l'État, c'était d'envoyer un message. Et surtout dans un pays comme la France, où, même si on est souvent très critique à l'égard du pouvoir politique, on compte aussi beaucoup sur la tête de l'État pour donner une direction. En plus, les gens avaient été très frappés par la petite anecdote du mulot, enfin le côté quand même très ringard qui s'est exprimé au sommet. On comprend qu'il faut marquer un coup important. J'évoque les 2-3 dates qui existent. C'est Olivier Schramek qui recommande au Premier ministre, Hourtin, qui était un rendez-vous plutôt consacré aux médias. Le Premier ministre y venait, nous l'avons dit, d'inaugurer la 18e université d'été de la communication à Hourtin, l'occasion pour Lionel Jospin d'annoncer que son gouvernement a été décidé à combler le retard français, notamment dans le domaine d'Internet. Un programme d'action sera mis en place dès cet automne. Moi j'ai souvenir de la une du Point ou l'Express qui présentait en gros pixels Minitel en rose la tête de Lionel Jospin et dont la cover était Jospin, adieu Minitel, bonjour Internet. Voilà, et qui à l'époque, là aussi ça paraît la préhistoire, nous a valu des diatribes. Enfin, j'ai personnellement été à l'époque appelé par un certain nombre d'acteurs, y compris d'ailleurs de l'entreprise, qui ont parlé voilà, du complot américain contre l'industrie française et le reste. Le procès pour complot a quelques légitimités. Fin 97, le Minitel ramène encore 1 milliard d'euros à la France quand mondialement l'Internet peine à en rapporter la moitié. L'Internet va l'emporter sur sa puissance d'évocation, un imaginaire intact. Internet, pour nous, c'était l'Amérique. C'était les États-Unis, quand même. Tout se passait là-bas pendant très longtemps, et tous les modèles, on a tous fait à peu près ce que faisaient les Américains en France. Toutes les boîtes géniales qui ont été montées en France, c'était des MeToo de choses qui marchaient ou qui ne marchaient pas aux États-Unis. Les Américains, eux, sont éduqués à l'optimisme. Tu regardais le sport, tu vois, on regardait le patinage artistique, les Américains sourient tout le temps. Mais tout le temps. Ils sont éduqués à l'optimisme. C'est-à-dire tu tombes, tu te relèves et tu repars. C'est optimiste, tu ne peux pas te planter, ça ne peut que marcher. Tout leur truc, c'est un peu too much, tu vois, quelque part. Mais tous leurs films, c'est happy ending. Même les films qu'on fait ici, où ce truc un peu terrible, un peu la tragédie gréco-romaine, ben, c'est remonté pour les États-Unis, on fait un happy ending. Tu vois, Titanic, je sais pas comment c'est fait aux États-Unis, mais ici, le mec est cool, quoi. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont pas eu le droit de rêver. Ils ont grandi avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, le chômage, avec une sorte de sinistrose ambiante. Les baby-boomers ont connu les 30 glorieuses, nous on a connu les 30 piteuses. Alors, il y a une croissance molle, il y a eu beaucoup de gens déprimés. C'est triste, la France, et encore aujourd'hui, on voit que c'est pas le pays le plus gai du monde. C'est triste en effet cette France des années 90 où la progression sociale reste encore bloquée par la hiérarchie, les diplômes et l'ennui. On se fait chier dans les boîtes. Énormément. Enfin, moi, personnellement, je me suis toujours fait chier à mourir dans les grandes entreprises et encore plus dans les sociétés multinationales. Vous êtes un pion, vous êtes géré par des process, vous n'avez pas de rôle individuel réel. Même quand vous êtes le patron en titre, c'est là où c'est vraiment grave, même si vous êtes le patron France ou le patron Europe d'une grande entreprise multinationale, vous n'avez en réalité aucun pouvoir. En France, c'est particulièrement vrai. Si on n'a pas une certaine telle ou telle formation, on ne peut pas espérer arriver à la direction générale de grands groupes. C'est quand même affligeant. Et c'est ça qui crée probablement une certaine impression d'ennui chez les cadres dans les grands groupes français. T'as 20 ans, t'as rien et tu veux parler au président d'une grande entreprise que tu rencontres dans un séminaire, aux États-Unis, il va t'accorder 30 secondes d'attention. Au bout de 30 secondes, il te dira oui ou non, mais il va t'écouter. T'as 20 ans, t'es en France et tu veux parler à un grand patron, il y a très peu de chances pour que tu le rencontres. Voilà. Il y a un mépris pour les jeunes. On doit
il y a toute cette lourdeur de l'ascension sociale. Il faut attendre 50 ans pour avoir des responsabilités, pour avoir la direction de quelque chose. Et cette époque, c'est une révolution. C'est une révolution sans lancer de cailloux et de pavés, pour permettre à une génération de prendre une partie du pouvoir, et qui est le pouvoir de faire ce qu'ils veulent de leur vie en créant des entreprises Internet. Sans pavé certes, mais pas sans référence. Cette génération d'enfants, souvent bien nés, filles et fils d'eux, venus régler leur Oedipe par la grâce d'un outil que leurs parents ne maîtrisent pas, sont les premiers à avoir massivement voyagé jusqu'à intégrer en fin d'études une expérience à l'étranger. Ils vont en profiter pour ramener un peu d'ailleurs dans leur bagage. C'est en rentrant du Vietnam en 96, et je cherchais un secteur qui bougeait autant que ce pays, le Vietnam, qui s'ouvrait, qui avait l'avenir devant lui, avec une population jeune, avec un dynamisme. Et rentrant à Paris, que j'avais quitté pour surtout pas commencer à travailler à la Défense, j'ai demandé autour de moi qu'est-ce qui bouge en ce moment, et on m'a parlé d'Internet. Et puis j'ai commencé à monter des petites choses, pas toujours avec beaucoup de succès, et j'ai rencontré l'homme de ma vie, Jean-Michel Billot. À la tête de l'atelier, un bureau de veille technologique créé en 1979, Jean-Michel Billot est en train d'illuminer des générations entières de gamins venus chercher la bonne parole. Son ennemi juré, le Gaulois, réfractaire à la modernité. Son public à convaincre, Madame Billot, l'utilisatrice lambda. Moi, quand j'étais plus jeune et que je découvrais tout ça à la table familiale avec mes gosses, je parlais de tout ça. Et ma femme me dit, pourquoi tu leur mets tout ça dans la tête? Il faut qu'ils travaillent à l'école. Comme j'ai un collègue, hier, il m'a sorti un truc, il me dit, moi, mes enfants, ils ont droit qu'à 1 heure d'Internet par semaine. Je dis, t'es con, quoi. Attendez, c'est encore un truc de Gaulois, ça. Je dis à Jean-Michel Billot, je pars à New York, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Il m'a dit, écrivez-moi un papier. Et sur le salon de New York, je l'appelle en lui disant, c'est pas à New York que ça se passe, c'est dans la Silicon Valley. Est-ce que vous connaissez le capital risque? Et il m'a dit, prenez un avion, allez voir là-bas et faites-moi un papier. Le capital risque, c'est lui qui va financer l'essentiel des startups. De 1996 à 2000, les capitaux risqueurs américains profitent de l'engouement boursier sur les nouvelles technologies pour lever des centaines de millions d'euros auprès des investisseurs. Ça s'appelle capital risqueur qu'en France parce qu'on a un rapport avec l'économie qui est particulier. Dans le reste du monde, ça s'appelle venture capital, donc capital aventurier, on va dire. L'idée, c'est qu'en investissant assez tôt dans des entreprises qui ont une forte capacité de croissance, la plus-value réalisée peut être significative, peut-être 5 fois la mise, 10 fois la mise, voire 100 fois la mise. Bien évidemment, ça n'arrive pas à chaque fois, mais l'art du capital risque, c'est, quand on investit dans des sociétés, d'en avoir au moins une sur laquelle on fait plus que 10 fois la mise. Si on regarde aux États-Unis, tous les grands, Apple, Cisco, Symantec, Yahoo, Google ont été financés par des gens comme ça. En France, c'est Mythic, c'est eFrance, Quelcourt. Donc dans l'industrie de la technologie, le capital risque est omniprésent, puisque c'est des gens qui investissent dans des sociétés sur des slides avant que la société existe, même avant qu'elle soit rentable. Et donc ils prennent le pari de la technologie. Mais cette masse d'argent que les investisseurs ont confiée aux capitaux risqueurs ne vient pas de nulle part. C'est une frange bien spécifique de la population qui vient tout juste de la confier à son banquier, et pour cause. Il y a eu un excès d'épargne extrêmement important qui venait de la génération du baby-boom, qui avait beaucoup d'argent à investir dans des actifs. C'était l'épargne des gens qui sont en train de partir à la retraite, puisque il faut savoir que les gens de plus de 50 ans possèdent l'essentiel, notamment en France, du patrimoine de la nation. Il fallait absolument que cette épargne s'investisse dans différents supports, et au titre desquels les obligations n'étaient pas très intéressantes. Et donc les actions avec cette nouvelle technologie qui a offert une révolution, c'était un support idéal. Première révolution financée par papa, maman et l'Amérique, l'Internet français accepte de s'évangéliser. Et pour cela, il va passer par la méthode A6000. What's this for? Your laptop? Your mainframe? Call center? Unix servers? Linux servers? Internet? Supply chain? Payroll system? HR? Email? Slick. Is it affordable? Fast? Easy? Very. Does it work in Europe? You need an adapter. Pour moi, c'est le début de l'Internet en France. C'est là où je l'ai découvert et c'est là où je l'ai popularisé. Par exemple, on a fait des roadshows, des tours de France dans toutes les villes de France pour expliquer l'Internet. Et on le faisait à deux. Il y avait IBM, donc la grosse boutique IBM, et à côté, il y avait la petite PME Internet qui s'appelait Yahoo à l'époque. Et il y avait 3 personnes en France à l'époque chez Yahoo.
Reste à structurer le marché publicitaire. De jeunes marketeurs intrépides s'y emploient avec pédagogie et non sans humour. C'est l'époque où on connaît rien. On va voir un annonceur en lui disant donc la bannière c'est rectangulaire, et on peut cliquer dessus. Oh, voilà, c'est une époque un peu bénie, quoi, où on était un peu en train d'évangéliser le marché. Donc moi j'ai créé une agence, c'est une des premières agences de pub, voilà, avec mon ami Patrick Robin. On a fait la première campagne de pub sur Internet, les toutes premières bannières, je crois que c'était en 96. Voilà. Et donc ça arrivait en fait, mais j'ai l'impression qu'on avait tous comme objectif de créer des choses nouvelles. C'est encore toujours le mien. Sans avoir du tout d'idée de ce qui allait se passer financièrement derrière. C'était totalement secondaire, et pour moi ça l'est toujours. C'est-à-dire que le succès éventuel, c'est une résultante, ça peut pas être un but. Au cœur de l'été 98, tout est en place. Ne manque plus qu'un brin d'irrationnel pour sortir la France de sa neurasthénie. La thèse sonne énorme, c'est pourtant ces 2 mois d'euphorie qui vont redonner à la France l'illusion qu'elle peut à nouveau faire partie du camp des vainqueurs. La rentrée de septembre 98 enregistre l'explosion des audiences et des investissements. Et là, tout d'un coup, on commence à atteindre des vrais chiffres. Donc là, vraiment, moi, je me suis dit, quand on avait, je sais plus combien, 40 000 personnes qui venaient discuter dans nos chats, machin, là, quand même, tu te dis 40 000 personnes, c'est autant qu'au, je sais plus, au Parc des Princes, il y a 40 000 personnes, c'est quand il y a tout le Parc des Princes qui vient sur notre site, quoi. Et en fait, Caramel, le produit a marché très bien dès l'ouverture. Donc on a eu tout de suite beaucoup d'utilisateurs, de plus en plus d'abonnés. D'ailleurs, les premiers jours, les premières semaines après l'ouverture du site, on foutait rien du tout. On passait notre temps à regarder le nombre de comptes qui se créaient minute par minute. Et à chaque nouveau palier réussi, on fêtait, on ouvrait une bouteille de champagne. 95, on a fait, là on parle en francs, on avait fait 1,8 million de chiffre d'affaires. Bon. Mais c'est pas mal, première année, c'est pas mal. 1,8 million. Deuxième année, on faisait 8 millions. Troisième année, on faisait 24 millions. Cinquième année, on faisait 46 millions. Donc c'était de jolie croissance quand même. Une croissance tellement jolie que fin 1998, Patrick Robin devient le premier pionnier à vendre sa start-up. Le montant, 120 millions de francs. Je suis premier à faire une grosse vente. C'est-à-dire la première vente significative où on dépassait les 100 millions, enfin donc c'était symbolique, etc. Parce qu'il y avait eu précédemment 2 ventes en fin 97. Calvacom s'était vendu pour une poignée de cerises et Internetway s'était vendu pour 20 millions de francs, je crois. Ce qui était, bon, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire 2 ans après, ce qui a pleuré. Si cette fois la vente va faire rire son propriétaire, c'est que le patron d'Imaginette a déjà intégré une technique des enchères qui va faire école. Patrick Robin ou les joies du double appel. Il y a eu un moment, c'était rigolo. C'était rigolo de les avoir sur 3 lignes de téléphone dans des bureaux différents, de passer de l'un à l'autre et de dire « je suis vraiment désolé, hein, c'est vraiment avec vous, j'ai envie de signer, mais là, je peux pas vis-à-vis de mes autres actionnaires, rendez compte, ils me proposent 15 millions de plus. » Et ça, c'était un kiff quand même. Voilà, vous voyez, ma bulle, elle n'explose pas. Dans l'Internet, comme dans tout le métier de capital risqueur, c'est inévitable d'investir dans des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, ne fonctionnent pas. Le tout, c'est que le pourcentage des entreprises qui ne fonctionnent pas soit le plus limité possible, ce qui est heureusement notre cas. Imaginette vendu pour 120 millions, aucun capitaine d'industrie ne peut plus rester insensible au phénomène Internet. Enrichi par ses investissements chez Cisco, début des années 90, Bernard Arnault réagit en créant sur ses propres deniers un fonds de capital risque, Europa Web. Le budget est colossal, 500 millions d'euros. Essayer d'augmenter le portefeuille. Mais au départ, on se concentre sur la gestion. Quand même, 46 participations, c'est pas rien. Je sais pas, on voit plusieurs projets par jour. Et on réalise sur une période très courte une quarantaine ou une cinquantaine d'investissements. Donc ça veut dire qu'en rythme de croisière, on est peut-être à 5-6 investissements par mois. Quelque chose que le capitaliste français ne reverra jamais. Hein. Non, aujourd'hui, c'est plutôt le ratio annuel, ça. L'appel d'air est gigantesque.
C'est l'arrivée de l'argent de Bernard Arnault à la fin de cette année 98 qui déclenche la ruée vers l'or. Un seul mot d'ordre, être le premier. La société française vient de rentrer dans un espace-temps qu'elle ne quittera plus. Le temps Internet. De partout poussent des affiches pour des sites au nom regorgeant d'inventivité. Double K, double Z, double O. L'anglicisme est de rigueur. La promesse de marché doit être internationale. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez monté comme site? Ah, j'ai monté newsfirm.com. Je vais avec Alexandra de Variskel et aujourd'hui on est 40. Et c'est un site qui parle de quoi? C'est un web féminin, donc c'est autour d'un magazine interactif et des communautés de services utiles pour les femmes. Notre ambition, c'est d'être le High Village européen. Je me souviens, il y a un copain qui m'a dit, c'est maintenant, si tu veux faire un truc, c'est maintenant. T'as une période de 1 an pour y aller, c'est maintenant. Je suis partie. Les voici, les voilà, les start-up, terme anglais si séduisant qu'il résume en un mot le décollage et l'ascension. Du consulting, de la banque ou de l'université, tout le monde quitte son job pour goûter aux saveurs épicées du temps qui s'accélère. Moi j'étais chercheur, donc enseignant-chercheur, comme on dit en France. J'avais jamais imaginé que je montrais une société. Et quand j'ai eu l'idée, donc 2000 merci, en décembre 99, je pense que l'environnement où je voyais, je me disais si mes étudiants montent une société, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas non plus. Donc il y avait un espèce d'enthousiasme excessivement porteur qui moi clairement m'a sûrement conduit à monter 1000 merci, ce qu'évidemment 6 ans après j'ai jamais regretté une seconde. Très vite les startups fascinent leur monde, elles véhiculent une nouvelle image de l'entreprise, cool, jeune, sans cravate. L'époque est au funky business, un concept suédois un peu fumeux mais qui traduit la réalité de milliers de jeunes ne comptant plus leurs heures tant qu'on les laisse venir en roller. Alors funky business parce qu'encore une fois, quand on crée des entreprises, qu'on est 2, 3, 4 associés, ça peut pas marcher si c'est pas funky. C'est forcément funky. Parce que c'est tellement difficile que si c'est pas funky, on vient pas le matin. Parce que personne n'a envie d'aller à l'échafaud en rigolant. Donc il faut qu'il y ait du rock'n'roll. Mais comme on avait très envie d'y arriver, on y est arrivé. Mais on y est arrivé, effectivement, en y passant un certain nombre de nuits. Et comme on ne peut pas rester concentré, surtout quand on est avec ses associés, donc ou bien on reste au bureau, et on ouvre une bouteille de vin pour faire une pause, la pause syndicale, ou bien on n'est pas loin d'un endroit qu'on appelle un nightclub, et à ce moment-là on sort et on rentre pas toujours très tôt, mais toujours de manière très opérationnelle, à 9h le matin dans nos réunions, parce qu'on a envie parce qu'on y croit, voilà. En guise de nightclub, le monde des startups va se retrouver tous les premiers mardis du mois dans les lieux les plus prestigieux de la capitale. On appelle ça les First Tuesday, le prétexte à brasser dans le même espace investisseurs et entrepreneurs, journalistes et publicitaires, pionniers et badauds. À la revoyure, un moment unique de mixité sociale en France. Dans les créateurs de start-up, il y a déjà les stars. 30 ans, anciens cadres de l'économie traditionnelle, ils viennent de réussir. Imaginez le CNIT rempli avec 2000 personnes, avec des badges, s'échangeant des business plans. Donc, et puis où il y a un orateur, il y a un invité d'honneur qui fait son speech que personne n'écoute, puisque les gens sont là pour s'échanger des cartes. Bonsoir, je suis impressionné par le succès. Je crois que le mois prochain, il va falloir louer le Stade de France. Tout le monde parlait, et networker, machin. Et pour moi, c'était une expérience horrible parce que je suis resté une demi-heure à parler dans le vide avec 1000 personnes autour qui faisaient autre chose, qui essayaient de lever des fonds, des machins et tout. Jeunes créateurs de start-up, les jaunes cherchent investisseurs, les verts. First Tuesday. Sympa pour draguer. C'était pas mal, ouais, honnêtement. Il y avait des filles? Beaucoup de filles, ouais. Beaucoup de marketing, attachés de presse, tout ça qui venaient faire Tuesday. Donc je pense que c'était sympa pour draguer. L'informatique, c'est quand même un univers de mecs. Et l'internet et les First Tuesday, c'était un moyen pour ces ingénieurs, ces gros geeks de rencontrer des nanas sympas. Les informaticiens boutonneux, tu as grosse lunette, t-shirt Metallica et avec des bouts de pizza sur les t-shirts, comme moi j'en reviens, moi je suis informaticien à la base, rencontrer des nanas, mais incroyable, tu vois, en forme de hourglass, tu vois, dans les soirées qui venaient des boîtes de pub. On se serait jamais croisés. Bah, on avait des petits trucs, des petites étiquettes avec la couleur. Alors je pense qu'il y avait des couleurs qui draguaient plus facilement que d'autres. C'était les investisseurs, je crois que c'était du rouge. Alors eux, je pense qu'ils étaient très très sollicités, aussi bien par les hommes que par les filles. J'ai discuté l'autre jour avec un investisseur, je vais pas le citer, mais qui avait dit, il est allé à ta First Tuesday et il avait dit moi j'ai 100 millions. Et tout le monde est venu autour de lui. C'était un peu n'importe quoi.
Aucun deal ne sera fait dans ces soirées, elles vont néanmoins permettre de visualiser la chronologie d'une levée de fonds. D'abord présenter son projet à l'investisseur sous la forme d'une présentation PowerPoint. Vous pouviez devenir riche en ne faisant qu'un PowerPoint. Vous arriviez sur des feuilles de papier de PowerPoint à dire à quelqu'un « Ok, cette société aujourd'hui perd de l'argent, mais si vous mettez 100 millions de francs demain, regardez bien les courbes, donc dans 5 ans, elle va dégager 100 millions de francs par an. » Voilà. Ah! Je pense que le PowerPoint est structurant et que les gens parlent le PowerPoint à force d'en faire. Le PowerPoint est un outil de certitude. Et essayez de mettre du doute dans un PowerPoint. L'outil n'est pas fait pour distiller aucun doute. Or, si vous êtes honnête et si vous faites un business, et si vous êtes adulte, c'est en gros vous n'avez pas la naïveté du type qui démarre un business pour la première fois. Vous savez qu'un business c'est avant tout une somme de doutes et une espèce de foi à la base qui fait que précisément vous allez avancer et que si justement il n'y a pas ce doute, vous êtes mort. Bon, moi ce que je vous propose c'est de m'envoyer le business plan, votre dossier. Je vais vous laisser ma carte. Pas de place pour l'hésitation dans une levée de fonds. L'entrepreneur doit enchaîner en présentant son business model. Il a 30 secondes. Non, c'est bon, c'est large, 30 secondes. C'est très simple. Quelco, c'est un moteur de recherche spécialisé dans le e-commerce. Parce que les gens ont besoin d'un moteur de recherche pour trouver les marchands susceptibles de leur vendre les produits au meilleur prix. Le service aux internautes, donc, il est évident. On va pouvoir trouver plus vite et moins cher ce qu'on veut acheter. Et les revenus, ils sont également évidents. Ce sont les marchands qui vont payer et qui vont payer l'audience générée, le trafic généré sur leur site. Et ensuite, bien sûr, le chiffre d'affaires généré par les consommateurs. Cashstore.fr, c'est le modèle de demain. Non, je dirais pas ça. C'est un site qui encourage l'achat en ligne. Chaque fois qu'on passe par mon site pour acheter à la Redoute, à la Fnac, chez Voyage SNCF, n'importe quel des grands sites marchands, Cashstore vous rembourse une partie du montant de votre achat en cash. Ce montant, il est cumulé sur un petit compte. À partir de 30 €, j'envoie un chèque. Donc concrètement, c'est une façon d'acheter moins cher. C'est une façon de payer moins cher ce qu'on trouve en ligne et qui est déjà moins cher que dans la vie réelle. Pour ce projet, vous avez besoin de combien pour un premier tour de table? Alors, pour un premier tour de table, j'ai besoin d'à peu près 2 millions d'euros pour démarrer. Et j'aurai besoin de financements beaucoup plus importants pour se développer en Europe par la suite. Pour mon développement à l'international, pour développer de nouveaux outils et recruter un petit peu plus de monde, j'aurai besoin bientôt, de pas beaucoup, peut-être un petit million d'euros, voire 2. Le problème, c'est que les capitaux risqueurs viennent de soulever 10 fois plus d'argent que nécessaire. On cherchait 1 million de francs pour lancer le service. Les financiers n'ont pas voulu nous donner 1 million de francs, ils ont voulu nous donner 10. On cherchait 15 millions de francs. Ils nous disaient, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de 60 millions, parce qu'on ne peut pas mettre moins. Ah bah non. Non, on n'a pas besoin de 60 millions, mais c'est dur de refuser 60 millions. J'ai vu des boîtes de type de 22-23 ans qui levaient des millions d'euros. J'ai vu un directeur financier qui était à peine diplômé de l'ESCP qui se promenait dans les couloirs avec un chèque c'était à l'époque 10 millions de francs. Et je pense à ça du point de vue d'un directeur financier, on va dire, d'un sous-équipementier automobile à Angers. Ça doit être horrible à voir ce genre de choses. Les types levaient de l'argent en claquant des doigts. En gros, les financiers mettaient beaucoup d'argent et disaient « investissez vite, investissez vite ». Nous, on nous demandait de burner notre argent. Donc la première fois qu'on nous a dit « vous burnez pas assez », on s'est regardé en disant « burner, ça veut dire quoi burner ?» Et donc les fonds américains nous ont expliqué qu'on ne burnait pas assez l'argent. Ça veut dire quoi, burner ? Ça veut dire brûler. Si la nouvelle économie va bientôt devenir l'économie qu'on ne comprend pas, c'est qu'elle introduit une myriade de termes anglais clinquants. Corporate governance, first mover advantage, discounted cash flow, IPO. Stock options, grand mot, etc. Beaucoup de mots ont été créés sous l'influence, en fait, je pense que la principale influence, c'était le marketing de la vente des actions dans les années 98, 99, 2000, où les analystes financiers essayaient de placer leurs papiers à la veuve du Texas en lui expliquant plein de mots qu'elle ne comprenait pas vraiment, mais en disant que c'était un business model génial et que ça allait transformer le monde. Fascinés, les médias relayent bientôt ce discours de l'ordre nouveau. De jeunes galopins comprennent dès lors qu'il est plus facile de convaincre un journaliste qu'un investisseur. Quand Libé parlait d'une start-up le mercredi, le jeudi, le vendredi, il y avait tous les capitaux risqueurs qui arrivaient. Et les échos, n'en parlons pas. L'ère du buzz a sonné. Michel Meyer nous en donne quelques règles élémentaires à l'heure de présenter son nouveau projet. Ce que je peux t'expliquer, c'est que c'est un projet énormissime qui va révolutionner le monde de demain, mais qu'on n'a absolument pas besoin d'argent parce qu'on a déjà tous les moyens qu'il nous faut. Ce qui est exceptionnel, c'est que je te réponds ça
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te demande absolument ce que c'est. Ben, dans 2 jours, tu reviens me voir. Pour me dire, mais alors, dites-moi ce que c'est. Et puis là, il y a quelqu'un qui va dire, il paraîtrait que Michel Meyer, il lancerait un truc qui permettrait aux gens d'aller sur la Lune. Et là, il y a un journaliste qui va prendre le truc et qui va faire du buzz. Et voilà. Pendant 6 mois, l'entrepreneur, c'était le héros. J'ai jamais vu en France, quoi. C'était Michel Meyer faisait la couve de Paris Match, quoi. Un entrepreneur faisait la couve de Paris Match. C'est du jamais vu. Avec l'homme qui a gagné 10 milliards en un jour. Bonsoir, depuis que la vague Internet a déferlé sur la France, on n'arrête pas de raconter des histoires de fortune, de création d'entreprises qui pousseraient comme des champignons. Rendez-vous cette semaine avec celle que l'on appelle dans le milieu la fille du web, d'autres la surnomment un peu la patronne de l'Internet français. C'est un peu vrai. Oriane Garcia, merci d'être avec nous ce soir. Quand t'es la seule fille et qu'en plus t'as les cheveux rouges, bah forcément tu ressors sur les photos à côté des mecs en costard. Et puis un invité cette semaine, Jérémy Bérébi, bonsoir, l'un des jeunes loups de la nouvelle économie. On m'avait appelé la Marianne de l'Internet. Le monde m'avait appelé la Marianne. Son buste devrait trôner et on l'invite plus. Voilà. L'Internet a trouvé ses figures, il lui faut désormais exhiber quelques totems. Spray, le portail suédois, fait chauffer le tout Paris médiatique en intégrant dans des locaux mobiliers futuristes un sauna. Le sauna, c'est un bon exemple de ça, parce que le sauna, jamais personne n'y est allé chez Spray. Pas une seule fois. Il n'a jamais été utilisé. Sauf que bon, on avait des locaux qui étaient fort sympathiques et il y avait en permanence 10 journalistes chez nous tous les jours qui parlaient de Spray. C'était du marketing. Alors, honnêtement, on y a un peu cédé aussi à transfert. Hein. Notre salle de conseil et de réunion, c'était une table de ping-pong. Après avoir été d'ailleurs dans leurs locaux, on s'est acheté un baby-foot. Parce que c'est vrai que nous, on avait des bureaux un peu ringards et on s'est dit non, il n'y a pas de raison. Si un jour on devait construire un mausolée de la nouvelle économie, il serait dans le sauna de Spray. Ou peut-être à la République Allais, l'incubateur où Laurent Edel va regrouper une quinzaine de start-up dans le même immeuble. Les journalistes à court, la visite est gratuite, suivez le guide. Bonjour, je suis ravi de vous présenter l'incubateur de la République Allais aujourd'hui. Vous êtes dans un lieu qui aujourd'hui est un peu vide puisque les premiers projets sont en train d'arriver. Vous avez à votre gauche le plus grand bureau, qui est un bureau qui fait à peu près 70 mètres carrés, qui sera occupé par 7 jeunes entrepreneurs à partir de samedi prochain. Et ils s'occupent du plus grand bureau puisque leur plan de développement les amène à prévoir 25 embauches d'ici la fin de l'année. Le deuxième projet ou deuxième bureau est... Et une petite pièce pour le guide. République Allais devient vite le musée de la nette entreprise. Dans la bataille de la cohabitation, Jacques Chirac va faire oublier l'épisode du mulot. Début mars, la République se déplace à la République Allais, puis file chez Caramel. La nouvelle économie, le président de la République a visité aujourd'hui ce qu'on appelle un incubateur de start-up. En clair, c'est un immeuble installé près de la place de la République à Paris où 14 jeunes entreprises se sont installées en 5 mois, créant ainsi 350 emplois. Opération réussie, mais la vérité, c'est qu'il semble un peu perdu ce bon président quand on laisse courir la bande de la visite suivante chez Caramel. Après la souris, Jacques Chirac découvre le rétroprojecteur. Voilà. Bonjour. 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 Ah oui, au fond, là c'est l'arrivée, là c'est le départ. C'est ça. Et vous pouvez suivre à la fois ici et ici. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le... Voilà, c'est ça, le rétroprojecteur. En découvrant tous ces lieux pleins de jeunes et d'ordinateurs, Chirac ne cache déjà plus un certain malaise, signe d'un divorce générationnel déjà consommé. À la fin, à un journaliste étranger, il dit « C'est la première fois que je vais voir des chefs d'entreprise et ils me demandent rien. Ils me demandent pas d'argent, ils ne revendiquent rien. J'ai l'impression que je peux rien faire pour eux. » Ce qu'un journaliste vient de confier discrètement à Laurent Edel, Jérémy Bérébi va le faire sentir 2 semaines plus tard à une armée de sénateurs, d'abord amusés de découvrir le phénomène Bérébi. Il y avait Jean-Pierre Raffarin qui était là, en tant que sénateur, et qui m'a demandé « Qu'attendez-vous des hommes politiques ?» Et c'est ce fameux jour au Sénat, j'avais répondu « Justement, j'en attends rien, et c'est pour ça que j'avance. » Et tout le monde m'avait applaudi d'ailleurs. J'ai étonné, je disais à un homme politique qui servait à rien, ils m'ont applaudi, ça m'avait beaucoup étonné. Étonné par son aplomb, épaté par ses millions. Problème, les caméras d'envoyé spécial filment tout. Si elles n'oseront pas reproduire cette scène-là, elles vont en enregistrer une bien plus improbable encore. Non, allez-y. Je me suis permis de vous glisser ma carte. Oui. J'ai mon fils qui est en train de terminer un MBA en finance à Rochester. Passionné comme vous
peut-être pas 5 ans, mais 7 ans il a commencé. Je peux me permettre de lui donner... Avec grand plaisir. Ouais. On recherche beaucoup de gens au niveau marketing, etc. Il va finir son MBA à Rochester. On recherche. Et il veut rester là-bas. Il veut rester là-bas. On cherche. Là, on est en plein... Je demande de se mettre en rapport avec grand plaisir. Loïc Lemeur complète le tableau de ces sésames soudainement accordés à la jeunesse. Monsieur le Président de la République. Monsieur Loïc Lemeur. Bonjour, messieurs. Invité à l'Élysée, il laisse Jacques Chirac sans voix quand ce dernier lui demande son âge. J'ai créé 2 entreprises en sortant il y a 3 ans d'HEC, 150 emplois. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Plus que d'âge, c'est un choc philosophique. Ce sont des gens qui ont construit leur pouvoir sur des carnets d'adresses. Notre pouvoir, il est basé sur le réseau mondial. Ces gens-là n'ont absolument pas compris combien Internet, non seulement les brise, mais touche à toutes leurs valeurs morales. Internet est quelque chose qui est profondément anarchisant. J'avais encore récemment un grand industriel qui, autour de mon bureau, me parlait, en s'excusant, il faut lui reconnaître ça, en m'expliquant qu'effectivement Internet était un cancer. Dans ses propos, il y avait toute la haine du monde. Et on va dire qu'il est dans les 100 premières fortunes françaises. On fait partie du même club. Il y avait la haine en face. J'ai même, à un moment, je me suis dit, bon, développement, cellules cancéreuses, etc. Et en même temps qu'il me parlait, je retraitais l'information. Je lui dis, mais les propos sont assassins. Ça va très loin. Et il avait parfaitement assimilé la notion de cellules cancéreuses. Donc on aurait pu presque prendre une métaphore, mais on n'était pas dans la métaphore. On était bien dans l'inscription du premier degré, c'est-à-dire c'est une saloperie. Pour qualifier la réaction d'une jeunesse qu'il ne comprenait pas, le général de Gaulle s'était contenté du terme de chienlit. Si la vieille économie monte d'un cran, vouant l'Internet aux gémonies, c'est qu'elle voit poindre pour la première fois la vraie menace de perdre de son pouvoir. Sa réaction va être à la mesure du bouleversement qui s'est déjà propagé. « 31 décembre 1999, minuit. Une jeunesse gonflée par l'espoir d'un monde nouveau passe enfin le millénaire. Son millénaire, celui dont elle a rêvé depuis 30 ans. La fête est belle, l'argent coule à flot. L'Internet est là pour 1000 ans. Ils sont jeunes, pour eux l'ordinateur n'a jamais eu de secret, ils maîtrisent les technologies les plus récentes et se sont lancés dans la création de nouvelles entreprises.
Commerce électronique, jeux vidéo et édition en ligne. Et ça marche. En effet, tous les jeunes patrons que vous allez découvrir sont virtuellement millionnaires. Pour l'instant, l'argent coule à flot. Et dans ce domaine, la France est devenue un véritable Eldorado, courtisé par tous les financiers de la planète. Février 2000, rien ne semble pouvoir perturber ces jeunes entrepreneurs qui filent au volant d'une berline. Loïc Lemeur, 27 ans, un boulimique d'Internet, a déjà créé 5 sociétés. D'envoyé spécial à 52 sur la une, le phénomène des startups est consacré, qui est en train de bousculer la hiérarchie sur 2 critères. La maîtrise de l'ordinateur et la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des avis sur la nouvelle économie parce qu'ils étaient jeunes, ils étaient légitimes. Et c'était énorme comme révolution parce que c'est très très rare dans notre société que on donne la parole aux jeunes qui ont mixé à la fois les rêves, le possible, le réel. Vous avez rien compris, c'était à 68 à l'envers, c'était à 68 capitaliste. Ce que mai 68 était déjà. Et qui va donc déclencher le même réflexe conditionné chez la garde des quadragénaires, goûtant mal d'être éclipsé par cette horde de jeunes Turcs. Le gros défaut de Messier, Dufourcq, Michel Bon, c'est que ces types-là, ils étaient énarques, ils étaient habitués au cabinet ministériel, aux banques d'affaires, aux ambulances feutrées. Et ils avaient en face d'eux des gens comme Chapaz, Simoncini, Michel Meyer, des gars qui avaient aucun code de conduite, le couteau entre les dents et qui se foutaient des règles, quoi. Donc forcément, ils n'ont pas fait le poids. Et donc ils se sont fait bouffer par ces gars-là, donc ils ont voulu reprendre le dessus en rachetant des boîtes, en étant au cœur de l'actualité, en investissant à mort, et ils ont fait n'importe quoi. Conseillés par des banquiers d'affaires. Le marché français est un marché qui va énormément se développer dans les années qui viennent, avec un taux de croissance du nombre d'accès Internet par an en France, d'usagers Internet de plus de 40%, c'est le record européen. C'est le marché qui croîtra le plus vite en Europe dans les 5 ans qui viennent. À la tête de Wanadoo, Nicolas Dufourcq prépare sa riposte. L'époque est au concept nouveau. À la théorie du funky business, Dufourcq va répondre par la stratégie des bandes poissons. Dans un monde en expansion comme celui-ci, la seule manière de capter toute l'intelligence en gestation de l'Internet, c'était d'avoir une organisation finalement assez décentralisée, faite d'une multitude de petits poissons, gouvernés par un sonar commun, un banc de poissons allant toujours beaucoup plus vite qu'une baleine. Ah oui, c'était le gros poisson qui attire toujours dans son sillage plein de petits poissons, etc. Ouais. Et nous, moi j'étais le petit poisson, enfin un des nombreux petits poissons. Et comme cela, la baleine Wanadoo va engloutir tout son trésor de guerre pour caler son appétit. Attention, dans 28 secondes, Nicolas Dufourcq aura racheté sa petite douzaine d'entreprises par peur qu'un autre le fasse avant lui. C'est la raison pour laquelle on a racheté Oda à Havas, fusionné avec le service des affaires de France Télécom, créé la société Page Jaune. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans le commerce électronique avec Alapage et Marco Polo. C'est pour ça qu'on a acheté FreeServe en décembre 2000. Et c'est pour ça qu'on a acheté RSMAS, qui était le numéro 2 de l'Internet espagnol. C'est pour ça également qu'on a acheté des petites sociétés d'Internet en Belgique et en Hollande, qu'on a lancé l'Internet au Maroc, en Algérie. Si France Télécom peut si facilement racheter, c'est qu'il tombe sur une génération facilement rachetable. Les pionniers de l'Internet ne dépareillant pas de jeunes start-upers venus tenter leur chance à la nouvelle loterie nationale, on les appelle les friconautes. Regarde. Moi, j'ai vendu une de mes entreprises en 15 jours. Donc, je sais pas trop quoi te dire, si c'est malgré moi ou pas, mais j'avais pas du tout. Je pense que tous les entrepreneurs, tous, si vous êtes entrepreneur et que vous créez une entreprise dans l'idée et l'objectif de la revendre, ça marchera pas. Bonsoir, on vous connaît pour avoir été à la tête d'une agence qui s'appelle BLL, qui était une agence qui faisait des sites et que vous avez revendu. On s'est tous retrouvés un peu dedans malgré nous. Hein. Je suis en train de te décrire les pionniers de l'internet qui sont les gentils et les méchants. Friconotes, c'est pas tout à fait ça quand même, parce que t'es aspiré par cette espèce de... Moi j'avais levé des fonds aussi, j'étais en train de fusionner, on avait fait une présentation en 450 analystes financiers là, pas très loin, parce que ça serait... Enfin voilà, on était dedans quoi, donc autant y aller. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites maintenant? En fait, j'ai essayé de me spécialiser sur ce qui me plaisait le plus, et c'est la création d'entreprise, la création de start-up. Et donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Business Space et qui ne fait que développer des start-up. Celle-là, je pense que je ne la revendrai pas. Les propositions vont pourtant affluer sur le bureau de Loïc Lemeur. Il faut dire que l'époque est en train de se résumer à une question. Combien? Et ça, je peux pas t'en parler parce que j'ai eu des tas de... J'en ai parlé, tu retrouveras si tu cherches. Mais j'ai eu... on est dans un pays où on peut pas parler d'argent. Et j'en ai énormément parlé. Toujours aujourd'hui? Ouais. C'est la première fois qu'on parlait autant de fric, quoi, et puis de sommes importantes. Et puis de sommes importantes
Enfin, moi j'avais déjà un certain âge, mais à des mômes de 25 ans, 28 ans. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y avait une sorte d'agacement. Comparons ces deux ordinateurs. Symptôme de l'hypocrisie, les spots pour Quelcou sont tenus d'utiliser un coucou suisse pour comparer les prix. C'était un Suisse parce qu'on nous avait dit si vous parlez d'argent, Quelcou il s'agit bien d'argent, il s'agit d'un service pour économiser de l'argent, il faut que ce soit un Suisse qui en parle. L'argent et ses barrières psychologiques. Elles explosent littéralement avec la vente de caramels, la première session qui atteint 100 millions, mais en euros. Ce qu'on nous a proposé, ça allait de 150 millions de francs en cash à 600 millions de francs, partie cash, partie action. On réfléchit quand même. Merci déjà d'être venus aussi nombreux. L'annonce, info ou intox, c'est vrai, on se pose un peu la question, on va voir ce que ça va être. On est heureux de vous annoncer le rachat par le groupe Spray de la première communauté du web francophone, Caramel. Alors on l'a vendu juste avant la bulle, puisqu'on a signé le 31 janvier 2000. Ça a été annoncé le 9 février 2000 pour une valo de 600 millions de francs. Une partie en cash et une partie en action à Spray. Donc Spray, réseau de portail suédois. Et on a choisi Spray parce que Pour leur sauna. Non, je déteste. Je déteste, ça fait friser les cheveux, je déteste ce sauna. Pour 600 millions de francs, Oriane Garcia accepte néanmoins de prendre quelques cours de rattrapage en mobilier suédois et en suédois tout court. Först så skulle jag bara vilja säga att jag är oerhört glad och lycklig i denna stund att kunna. Le fou rire n'est pas loin. Il faut dire que la période est en train de montrer de sérieuses défaillances sur la traduction simultanée des bénéfices supposés. Est-ce que le modèle économique de Caramel fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que vous dégagez des... non, mais on était rentable. Donc ce qui était pas mal quand même. Ça se savait pas, ça. Si, je sais pas. Si, on le disait aux investisseurs, on n'en a pas eu beaucoup non plus. Non, mais Caramel était rentable. Ouais, on était flat, quoi, mais... On s'en sortait bien, pas mal. C'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Non, c'est sûr. C'est clair. La vérité, c'est que ni Caramel, ni quelque autre portail français n'a encore validé un modèle économique reposant sur la gratuité de ses services. À la date du rachat, Caramel perd des millions de francs, ce qu'Oriane Garcia reconnaît volontiers quand c'est le beau Nicolas Bétou qui lui pose la question. On a fait quelques millions de pertes. Alors, il y a combien dites-nous, parce que c'est ça... Je ne sais même pas compter, je crois que c'est 7 millions. 7 millions, donc 10 millions de chiffre d'affaires, 7 millions de pertes, et en même temps, une croissance très... Pour la première fois se pose la question de la valorisation de ces entreprises, prometteuses certes, mais aux pertes abyssales. Les analystes financiers entrent en piste. Oui, j'en ai croisé beaucoup. À une époque, on ne fréquentait plus que des analystes. Enfin, il y avait quelque chose de psychanalytique même là-dedans. Tout se valorisait par une méthode dite des comparables, c'est-à-dire qu'il suffisait que quelqu'un, quelque part dans le monde, fasse une erreur d'appréciation, c'est-à-dire une connerie, pour que tout le monde se lance sur une surenchère pour faire encore plus con que lui. Et c'était ça la méthode, il comprenait pas ce qu'on faisait, mais bon, puisqu'il s'en était trouvé un pour payer très très cher, un KGB quelque part dans le monde, tous les autres KGB plus ou moins semblables, et au besoin on les rendait semblables, valaient aussi cher. C'était complètement absurde. Très vite, les valorisations atteignent des sommets himalayens, visiblement difficiles à justifier même 7 ans plus tard. Self-Trade s'est vendu à DAB pour quel montant? Ça devait être environ 600 millions en papier, 100% en action. Donc, 600 millions d'euros. Ouais, 600 millions d'euros. Pas 911. Non, c'était 625 millions. Auquel il faut rajouter ensuite toutes les stock options, les BSA, et donc on arrivait à 911 en fully diluted. Self-Trade l'année d'après, si je ne me trompe pas, se revend donc auprès d'une filiale Société Générale à 60 millions d'euros. Elle a perdu 10 fois de sa valeur, pourquoi? Alors après, pourquoi ça a perdu 10 fois de sa valeur? Alors, notre société est valorisée, elle est valorisée à environ,
Oui, environ 50 millions d'euros, hein, dans ces, oui, 55 millions d'euros. Et on est le premier féminin sur Internet en France. On a lancé l'Espagne, l'Italie. On a développé un certain nombre de... Et vous perdez combien d'argent à ce moment-là ? On perd, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a dû perdre 1 million d'euros ou quelque chose comme ça. Ouais. Ma question, c'est donc comment une société peut être valorisée à 50 millions d'euros quand elle perd 1 million d'euros ? Parce que c'est en effet c'est les perspectives, c'est la marque, c'est la position de leader, c'est la dynamique de croissance et de développement. Comment te dire Ensuite, il ne faut pas que ce soit juste déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on achète, c'est beaucoup Ça, c'est question aussi. Il y avait même un banquier d'affaires qui avait mis au point une méthode, parce qu'il ne savait plus comment valoriser Amazon, quoi. À un moment donné, les types ne savaient plus quoi faire. Et il y avait un banquier d'affaires américain qui avait créé une nouvelle méthode de valorisation basée sur les options. Il s'est dit, Amazon est numéro 1 du e-commerce. Si Amazon demain se met à vendre des bagnoles, ils vont forcément être numéro 1. Donc il faut valoriser ce fait-là que si Amazon se met à vendre des bagnoles, ils seront numéro 1. Alors qu'Amazon n'avait pas annoncé qu'ils allaient vendre des bagnoles. Mais par contre, il faut le prendre en compte. Et hop, un moyen supplémentaire de tirer l'action à la hausse. Ce qui a fait le caractère totalement hyperbolique des valorisations des valeurs de l'Internet, ça a été la capacité, grâce à l'Internet justement, d'accéder en temps réel aux IPO. Une introduction en bourse, normalement, c'était réservé à quelques professionnels triés sur le volet. Vous et moi, on pouvait participer à des IPO de valeurs Internet. Jean-Pierre Caron est un actionnaire d'un nouveau genre. Il réalise toutes ses transactions sur Internet. Les sites boursiers se multiplient, 37 aujourd'hui pour séduire les 5 millions d'actionnaires français. Donc, formidable démocratisation des IPO d'un côté et day trading de l'autre. Lorsque vous avez la capacité de faire des allers-retours dans la journée, et lorsque le mouvement est constamment ascendant, vous avez des tas de jeunes qui ont fait des fortunes comme ça en faisant une série d'allers-retours. Bourse et Internet, deux mots qui vont très bien ensemble. À 2 minutes d'intervalle, Rafi Aladjian accepte d'incarner le grand écart de la période, un exercice de souplesse pour le moins acrobatique. Oui, il y a en 2000, un après-midi, les banquiers sont venus nous voir en nous disant on a regardé votre société, on l'a testé par rapport aux comparables et tout, donc aujourd'hui vous valez 4 milliards. Et j'ai dit non, je ne peux pas valoir 4 milliards. Ils m'ont dit mais si, regardez les sociétés, machin truc, ça vaut 4 milliards. Et moi, moralement, je trouvais ça pas normal. Moi, j'avais trouvé un jeu parfaitement immoral à l'époque qui s'appelait le day trading, que j'aimais beaucoup. C'est qu'on achetait des entreprises pour les revendre 45 minutes plus tard. Et avec une règle de base du day trader qui est que à la fermeture du Nasdaq, ce que vous avez comme action, vous le vendez. C'est-à-dire que vous dormez toujours avec de l'argent en cash et vous n'avez aucun titre. Et donc c'était ce qu'on fait de pire en matière de spéculation, mais au moins ça l'honnêteté de cette crudité dans la spéculation. Vous achetiez une boîte, vous saviez même pas ce qu'elle faisait, vous saviez simplement que dans 45 minutes elle allait valoir 10-15% de plus et dans 45 minutes vous allez le vendre et vous allez gagner de l'argent n'ayant créé rien. J'ai jamais trouvé un truc aussi dégueulasse pour gagner de l'argent. Et il y avait cette espèce de jubilation du dégueulasse. L'effroi ne peut être retenu, mais il trahit une réalité implacable. Si l'Internet est en train de tout faire exploser, c'est qu'il valorise un rêve tout autant qu'une crainte, celle d'une utopie en passe d'être réalisée, la convergence. La nouvelle économie, c'est un monde nouveau. C'est un monde dans lequel les échanges n'obéissent pas aux mêmes principes. C'est un monde dans lequel la création de valeur n'obéit pas aux mêmes principes. Et c'est un monde dans lequel les modèles économiques traditionnels n'opèrent plus. Il faut donc changer de logiciel mental. Et pour changer de logiciel mental, il faut produire un grand discours. Et le grand discours, ça a été le discours de la convergence. La convergence, le mythe le plus évocateur du XXe siècle. En 1974, André Malraux y apporte déjà sa contribution en lâchant une de ses prophéties dont il a le secret. Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie. Le plan est trop complexe pour que je puisse l'exposer complètement, disons. Il est le lien entre l'utilisation permanente de la télévision et l'utilisation
de l'ordinateur. De ce seul mot, Jean-Marie Messier va faire une stratégie industrielle pour raconter la légende que le marché veut entendre. Celle d'une vieille compagnie de distribution d'eau capable de se métamorphoser en un empire mondial de la communication à coups de rachats successifs. Jean-Marie Messier pousse juste d'un cran le dogme de la convergence, faire converger les tubes, les contenus, les métiers, les pensées. Avec Messier, tout doit converger. Le saut terrible qui est fait, c'est de considérer que parce qu'il y a une convergence technologique, il va y avoir une convergence économique et qu'il va y avoir une convergence financière. Je m'explique. Le fait que ce soit des bits d'information que vous transportez, que ces bits soient musicaux ou qu'ils soient de la donnée informatique, ne veut pas dire qu'il y a un sens économique à concevoir une entreprise qui fasse tous les supports numériques, tous les contenus numériques et qui les intègre tous en une offre unique qui soit bundlée et vendue au consommateur final. Ça, c'est un saut que rien ne vient justifier économiquement. Mais lorsque vous teniez ce genre de discours que je tenais, moi, en 98-99, alors vous passiez pour un affreux réactionnaire. D'autant qu'à l'orée de cette année 2000, le petit AOL confirme la réalité de cette convergence en engloutissant le gros Time Warner. La convergence est désormais une idéologie intouchable. Piqué au vif, Messier doit répliquer. C'est là où on voit un deal maker remarquable, c'est qu'il va réussir à dupliquer l'opération AOL Time Warner en faisant Vivendi Universal, c'est-à-dire en payant avec du papier Vivendi qui a été considérablement inflaté les actifs réels, tangibles de la famille Bronfman, puisqu'il y avait le whisky 6 grammes et plus Universal. Bon, je crois qu'on peut non pas fermer les portes, mais au moins commencer cette conférence de presse. Et pourtant au même instant, un groupe, lui, multimédia, lui habitué à devoir mixer tous les métiers du secteur culturel, va faire exactement le choix inverse. Arnaud Lagardère cède son propre bébé, Club Internet, à Deutsche Telekom, empochant en passage la plus grosse martingale de la bulle française, 12 fois la mise. Arnaud a prévenu son ami Jean-Marie, on peut faire converger les contenus, mais pas les équipes. Messier ne l'entend pas. Il lance le projet de portail Vis-à-Vis, celui qui doit cristalliser sur ce seul écran de fumée toutes les activités du groupe Vivendi Universal. Ce que je soulignais, c'est qu'en 6 mois, on est passé de 0 à 3 millions d'utilisateurs et que dans le même temps, ce que le Wall Street Journal aurait pu citer, c'est qu'en Angleterre, lorsqu'il y a eu une étude de fait sur la qualité des portails sur le mobile, celui qui a été jugé le meilleur en termes de service rendu à l'utilisateur de mobile, à l'abonné de téléphone mobile, c'est Vis-à-Vis. Après la conférence de presse, la conférence d'analyste où il a annoncé Vis-à-Vis, j'ai eu l'occasion de recevoir le PowerPoint de présentation de Vis-à-Vis et là vraiment c'était une des premières fois où je me suis dit mais c'est que du flan quoi. Et un flan qui va coûter très cher. Pris au piège de ses propres effets d'annonce, Messier est sommé de récupérer un portail déjà existant pour lancer Vis-à-Vis avant l'été 2000. Si je me souviens bien, j'ai dû assister une fois à une discussion, je crois qu'ils ont été paniqués par la fusion AOL Time Warner et qu'ils ont essayé de répliquer. Mais c'est la mauvaise, il faut jamais répliquer à des choses de cette nature-là. Surtout sur le mode, il me faut un fournisseur d'accès, je prends le 10e français. Pour une société qui était numéro 2 des terminaux mobiles avec SFR, acheter le 10e ISP alors qu'il n'y a même pas de business model de l'ISP validé, c'est juste dépenser trop pour quelque chose dont on n'est même pas capable de valoriser. C'était qui le 10e? C'était iFrance. iFrance, la bien nommée, incarnation bleu-blanc-rouge de la bulle. Au début, un simple portail à l'audience modeste et qui devient l'objet d'un incroyable billard à 3 bandes. L'histoire démarre avec l'introduction en bourse de son concurrent Multimania au début mars. Moi je fais plein de bulles moi plutôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nous on s'est introduit en bourse donc le 9 mars 2000 et là il s'est percé quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. C'était que à l'occasion de cette introduction en bourse, tous les gens que je connaissais de près ou de loin avaient acheté des actions. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec, quelque part, tous mes potes qui sont devenus mes actionnaires. Et ça, c'était quelque chose de très déstabilisant, parce qu'ensuite, avec le yo-yo, on va dire, de la bourse, pratiquement tout le monde, et là aussi Internet, du coup, a servi dans l'autre sens, était presque en temps réel, avait toujours une petite fenêtre avec le cours de bourse sur son ordinateur. Bon, on est effectivement au sommet de la spéculation à ce moment-là. Le carnet d'ordre est sursouscrit 70 fois. C'est-à-dire qu'il y a 70 fois plus de demandes que d'offres dans le cadre des institutionnels. L'offre au particulier est sursouscrite 112 fois. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Le cours, il monte, il peut pas coter le premier jour, il peut pas coter le deuxième jour, il cote le troisième jour.
Et il a fait 100% d'augmentation, quelque chose comme ça. C'est même plus que ça, tant que je me souvienne bien. Je crois que la première cotation, c'est à 120 €, un truc comme ça. Le prix d'introduction, c'est 36 €, quoi. Et là, tu te retrouves dans une situation, effectivement, complètement disproportionnée. Multimania rentré en bourse ne reste plus qu'un portail français disponible sur le marché. Objet de toutes les convoitises, iFrance va permettre à son patron, Marc Simoncini, de faire étalage d'une égale maîtrise dans l'art du double appel. Simoncini, quand il était sur les champs apparemment, quand le jour où Multimania s'est coté, son associé l'a appelé pour lui dire que Multimania valait 300 millions d'euros. Et il s'est dit, c'est pas possible. Je fais la même chose que Multimania. J'ai autant de trafic et je sais que ça vaut pas 300 millions d'euros, donc il faut que je vende. Et donc il s'est mis en vente. Il a vu tout le monde, et à la fin il y avait Liberty Surf et Vivendi qui tenaient la corde. Et donc c'était Bernard Arnault contre Jean-Marie Messier, hein. En gros c'était ça l'équation. Et donc c'était les enchères, quoi. Et Simoncini est au milieu à faire les enchères entre les deux, quoi. Ils ont réussi à faire croire à l'équipe de Vis-à-Vis qu'il y avait Bernard Arnault était sur leur rachat. Honnêtement, moi je sais pas si c'est vrai. Et 183 millions d'euros, c'était la moitié de ce que valait Multimania à l'époque. Donc c'était pas les types qui ont acheté ça se sont dit c'est pas très cher payé. On a payé la moitié de Multimania pour un truc qui fait le moitié du trafic. Donc le génie là-dedans, c'est Simoncini qui s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait une opportunité de vendre sa boîte très très cher. Et donc il a réussi à réaliser ce qu'il voulait faire, quoi. Il a réussi à vendre sa boîte au bon moment. La vôtre a été valorisée à combien quand vous l'avez vendue? Je crois que, alors, en euros j'ai du mal, mais ça devait être 182 millions d'euros, je crois. Comment on arrive à ce calcul-là, en fait, à ce montant-là? Quel est le calcul? Ah, c'est l'offre et la demande. C'est tout? Voilà. Ah, c'est tout? Elle valait nettement moins cher quand je pense. C'est Sprat qui vous avait fait une offre avant. Ah oui, Sprat nous avait fait une offre quelques mois plus tôt. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ben, l'offre a changé, la demande a changé, donc l'offre a changé. Si vous avez un briquet, ça vaut 1 €. Si vous êtes perdu dans la forêt en pleine nuit, vous payez combien votre briquet? Vous donnez un bras pour avoir un briquet. Vous avez bien vu que le briquet vaut 1 €, vous lui accordez pas la même valeur. Ah ben, les startups en 2000 c'était ça. Il fallait avoir la sienne. Et si on l'avait pas, on était seul dans la forêt sans briquet. Donc voilà, on achetait des briquets très chers. Maintenant, quelle est la vraie valeur d'un briquet? Moi je vous laisse juger. Hein. C'est peut-être beaucoup plus qu'1 €. Sauf que lui s'est payé, je crois, 30% en cash. C'est pour ça que Simoncini est un génie, c'est parce qu'il a demandé du cash. Il avait tout de suite compris que ça valait pas 183 millions d'euros. Et surtout, il avait compris que ça valait pas 183 millions d'euros en titre Vivendi. Mais il voulait du cash. Ce qui est intéressant, c'est que la décision d'achat n'est pas passée au conseil d'administration de Vivendi. Au conseil d'administration, ça a été présenté, il n'y a pas eu de vote. Je me souviens, c'est Pierre Lescure qui m'a raconté l'histoire. On a présenté le truc, il a dit quoi? Parce qu'il ne connaissait pas la société. On l'a dit France, ah bon, il a dit combien? Donc à l'époque c'était 1,3 milliard de francs. Et il s'est étranglé, comme quelques membres du conseil. Et Messi a dit on verra ça plus tard. Donc ils sont passés à autre chose. Et puis un jour ils ont appris que c'était pas acheté. Jean-Marie Messier était infiniment plus intelligent. Il avait réussi à faire d'un concept de site Vis-à-Vis une entreprise qui, sur le papier, valait instantanément 20 milliards d'euros. Et je peux vous sortir la collection de rapports d'analystes financiers qui vous expliquent le plus sérieusement du monde que ça vaut 20 milliards d'euros. Alors franchement, les Lescure qui viennent l'embêter avec iFrance ou autre, c'est complètement à côté de la plaque. La seule question importante est la suivante. Est-ce que chaque fois que je vais faire une annonce sur une valeur Internet, mon cours de bourse va augmenter plus que proportionnellement par rapport à la valeur acquise? Et la réponse est évidente, elle est simple, elle est triviale. Chaque annonce boursière vous donne un multiple formidable par rapport à l'acquisition que vous venez de faire. Donc tant que ça marche, vous fabriquez du papier qui, à son tour, vous permet de faire d'autres acquisitions. La voilà, nue sous son pull. Ça c'est mon côté starlet. La voilà, la jolie bulle. Une bulle, c'est comme quand les enfants soufflent dans les petits ronds avec du savon. C'est un peu couillon, c'est de l'eau et du savon, et puis à un moment on souffle, c'est magique, ça fait une bulle. Et voilà, c'est pareil. Il y a des gens qui ont compris qu'en mettant du savon et de l'eau, on pouvait faire des bulles.
Et il y en a d'autres en face qui ont acheté des bulles, de temps en temps un peu grosses, et puis ils se sont rendus compte que quand elles montaient dans le ciel, de temps en temps, elles s'éclataient. Aux États-Unis, c'était la 5e bulle, après les ordinateurs personnels, après les réseaux et la micro-informatique, voilà, les logiciels. Donc les Américains ont absorbé cette bulle avec sans surprise. Et en revanche, en France, on a été tout à fait étonnés et les grands médias ont eu un sentiment de... L'Homo sapiens est buggé. Son operating system a 2 bugs importants. Le premier, c'est la paresse. Donc si vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de faire votre boulot, ou à un robot de faire votre boulot, vous allez le faire, parce que vous êtes paresseux d'origine. Et la deuxième, c'est l'intérêt qui guide les gens. Donc on attend toujours le patch que Dieu le Père pourrait nous envoyer pour qu'on règle ces problèmes, mais ça ne s'est pas fait. Et donc de temps en temps, dans l'histoire des Homo sapiens, il y a des bulles. La première, ça a été les oignons de tulipe en 1684, où des gens se sont dit, mais c'est dingue, on va gagner un fric fou avec cette affaire. Donc on met de l'argent sur des petits jeunes qui font de la culture du bulbe ou qui ramènent ça d'Iran ou je ne sais où. Il y a eu Panama, etc. Il y en a eu des tonnes de bulles. Et puis il y a eu la bulle de l'Internet. Pour moi, la bulle, c'est quand ma mère se met à jouer en bourse. Je prends l'exemple de ma mère parce que c'est un exemple réel. Elle est infirmière de formation, donc elle sait pas ce que c'est qu'un bilan ou un compte de résultat. Et au moment de l'introduction bourse de Multimania, elle en a acheté sous les conseils de son banquier. Je lui avais dit de vendre si l'action passait les 40 €. Elle était introduite à 15. Et à 115, ma mère m'a dit non, il faut continuer à garder, ça va monter. Et il y a une phrase de Rockefeller qui est connue. Il dit j'ai vendu toutes mes actions en 29 comme mon chauffeur m'a demandé ce qu'il fallait acheter. La bulle de 1929, la bulle la plus connue du XXe siècle. Sa célébrité a un revers, faire oublier celle qui l'a précédée historiquement et qui révèle l'amnésie terrifiante des hommes. La bulle de 1901, la même que l'an 2000, mais gonflée aux promesses d'une fée nommée électricité. La fameuse bulle électrique a démarré exactement comme la bulle de l'Internet, c'est-à-dire dans un premier temps une prolifération d'innovations technologiques dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine de l'usage de l'électricité pour faire tourner des petits moteurs. Elle va se gonfler sur les mêmes ressorts. Euphorie économique, promesse d'un monde nouveau, cotation de nombreuses entreprises au modèle économique brinque-ballant. La guerre de 14 met fin à la prolifération des sociétés. Les grands groupes d'électricité seront démantelés par la crise de 29. Que restait-il alors de si original à la bulle 2000? Juste sa vitesse de propagation, hyper accélérée, hyper mondiale. Au cœur du mois de mars, la France a d'ailleurs rattrapé son retard sur les États-Unis en termes d'investissement. Un projet américain peut tomber sur le bureau de Bernard Arnault. Signé James Cameron, Steven Spielberg et Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace, qui propose à la France de financer la start-up du siècle. Un lanceur de navettes spatiales privées pour atteindre ce que même De Gaulle ne rêvait plus de toucher, la Lune. EuropaWeb ne touche plus terre. Il lance dans la foulée le 2e étage de sa fusée, le projet The Bank, la première banque mondiale en ligne. Et voilà, 150 millions d'euros. Aujourd'hui, vous disiez qu'il y a aujourd'hui, je crois, 47 participations dans EuropaWeb. Quelle est celle dont vous êtes la plus fière et y en a-t-il que vous regrettiez? Oh, vous savez, celle qui a, à mon avis, le plus de potentiel industriel, c'est difficile à dire, mais il y a de grandes réussites. Je pense que The Bank va être une réussite extraordinaire. J'ai entendu des gens dire à Bernard Arnault que ça vaudrait 10 milliards de dollars. C'est le plus gros chiffre que j'ai jamais entendu. Et moi, j'étais effondré. J'étais absolument effondré. La banque n'était pas lancée. Et des gens venaient dire à Bernard Arnault, qui les écoutait, écoutez, cher monsieur, vous avez mis 100 millions d'euros, et un jour, ça vaudra 10 milliards de dollars. Et moi, je me disais, mais attends, c'est affreux. Il y a une pression sur moi qui est terrible. Comment est-ce que je vais faire pour transformer son investissement de 100 millions en 10 milliards ? Peut-être commencer par protéger le nom de domaine? Ce fameux nom de The Bank qui va bientôt devenir The Brank, puis The Retard, pour finir par The Four. C'était un nom génial, ça reste un nom génial. En fait, ça s'est lié entre l'un de mes associés fondateurs, qui était un Américain, qui, dans une réunion avec l'un de nos prestataires, essayait d'expliquer ce que c'est que The Bank. Et ça va être une banque de A à Z. A bank from A to Z. The Bank. Et je me dis, attends, c'est fou. Moi, je ne vais pas voir Bernard Arnault pour lui proposer The Bank.
Et donc je fais un petit slide de présentation du projet et j'introduis au détour d'une page le nom. Et Bernard Arnault me dit mais c'est bien, c'est intéressant. Et vous avez déposé le nom? Je dis j'ai oublié de déposer le nom. Le nom de domaine, l'erreur la plus ironique d'une bulle désormais prête à éclater. Dans son marquage à la culotte, Vivendi commet la même erreur qu'Europa Web. Oubliant de protéger le nom de son portail Vis-à-Vis, il est attaqué par Vis-à-Vis, un petit cybercafé du 19e arrondissement, dont l'un des associés n'est autre que Ababakar Diop, le porte-parole des sans-papiers. Vivendi est condamné à lui verser la somme rondelette de 4 millions d'euros. C'est historiquement la première erreur dans une longue liste de bévues qui vont accélérer la chute de la maison Messier. Tout ce qu'il a racheté en général dans Internet, c'était des startups qui étaient en fin de vie et qui avaient soit le tribunal de commerce en face d'elles, soit Jean-Marie Messier, quoi. C'est le rachat ou le dépôt de bilan. Et lui, à chaque fois, il arrivait pour acheter des boîtes qui allaient droit dans le mur. Et pour la première fois après 9 ans et demi de croissance, la nouvelle économie essuie de gros doutes sur sa solvabilité. Début mars, le Nasdaq donne ses premiers signes d'essoufflement. Dans l'euphorie ambiante, la famille de l'Internet français sourit encore pour Paris Match, mais dans les coulisses, les premières imprécations fusent. Je reçois un jour un appel d'un type de Paris Match qui me dit on voudrait faire une photo avec des gens de l'Internet et tout. Est-ce que vous pouvez venir, les pionniers du net, on va faire bon. Je dis oui. Moi j'étais dans une époque où parlez de moi, parce que j'ai besoin de parler de transfert. Bon, voilà, on fait la photo. Et puis en partant, il y a un type de Paris Match qui me dit non, ils sont sympas vos camarades. Je dis quoi? Il y a un là qui m'a dit, il a regardé tout le monde et puis à la fin il a dit on est combien? 13. L'année prochaine, la moitié seront morts. 10 jours après Paris Match, Christophe Annus retrouve toute la profession à la soirée des Clics d'Or, les Césars de l'Internet. C'est la folie. Moi, je suis réfugiée chez moi avant la soirée parce que le standard de CB News explose sous les demandes d'invitation. Il y a même une femme, le jour même, qui appelle le standard en disant « Je vous en supplie, donnez-moi une invitation. Mon mari est banquier d'affaires. S'il ne va pas à cette soirée, il va être viré. » Pour dire l'ambiance absolument ridicule et hallucinante. C'est la 4e édition et on est plutôt content. Il y a un monde fou. On ne sait pas comment on va nourrir tous ces gens, mais enfin on verra bien. Les préoccupations des organisateurs sont légitimes. Regroupé dans le décor fastueux du carrousel du Louvre, le bon peuple de l'Internet a faim. Pressent-il que dans quelques heures, il ne lui restera plus que les miettes? Meilleur site média. Alors d'abord bravo, puisque vous avez... Merci, puis c'est super, il y a à manger chez vous. Récompensé, et oui, il y a même à boire. Quel est l'objectif donc les objectifs et les perspectives de l'entreprise? Puis il y a aussi beaucoup de gens avec leur téléphone le soir de la soirée qui suivent les cours en bourse, parce que les choses commençaient déjà à évoluer à cette période-là. C'était pas aussi clair, mais enfin c'était le démarrage de la descente. Dans l'ambiance délétère d'un Nasdaq au bord de l'explosion, l'Internet français va vivre sa soirée apocalyptique. Apocalypse, en grec, la révélation. Le Grand Prix est attribué à... Clost. Le prix du meilleur coup est attribué... Clost. Clost. Le clic d'or est attribué à Clost. Clost, clic d'or de la meilleure net entreprise. On les applaudit. Clost, un site d'achat groupé. 3 clics d'or pour un projet qui n'a qu'un seul mois d'existence, mais incarne l'idée la plus séduisante de l'époque. Prophétie de toute la promesse spécifique de l'Internet, la force du réseau, le pouvoir rendu aux consommateurs. Avec le slogan « Moi puissance nous », Clost annonce le Web 2.0 avec 7 ans d'avance. Mais faute de clients, il tombe 7 mois plus tard. Vous avez gardé pour maintenant? Très heureux d'avoir un prix groupé, merci à tous. Voilà, vous connaissez déjà Clost, plus rien à dire. Étrange ce monde de l'Internet qui empoche ses prix sans un merci, ou bavarde impunément pendant les discours. Bon, ça va? J'ai pas l'impression que vous êtes un petit peu... Vous inquiétez pas, ça va pas être long, hein, parce qu'on peut pas lutter contre un bar et un cocktail, je sais de quoi je parle. Alors Arnaud Lagardère et Philippe Monet vont remettre le monde à l'endroit. Merci, salut, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Ils en ont marre, hein? Ouais. Ah ouais, ils en ont vraiment mais marre. là, ils vont entendre quelque chose qui va les secouer un peu, donc ça va les réveiller. C'est possible. Là. Engagé dans les mers du Sud pour son tour du monde à l'envers, suivi par le site Win Report, Philippe Monet est en passe de rentrer dans le 70e degré sud, une zone apocalyptique sans plus aucun contact avec la Terre. Étonnant, non? Bonsoir. L'idée là, c'était que, voilà, on avait un prix pour le truc, et l'organisateur, Geneviève Petit, je lui ai dit, tu sais, on pourrait faire un truc qui pourrait être sympa, c'est qu'on pourrait faire une connexion avec Monet par satellite. Et si on réussit à le faire, on savait que d'après son circuit, si on réussit à le faire, ce sera vraiment la dernière avant qu'il rentre dans cette période de noir. Donc je me retrouve à côté de Arnaud Lagardère, etc., à côté de plein de gens.
sur la scène avec mon costume du dimanche. Et puis j'avais François, quelqu'un de chez nous qui était dans la régie là-haut, puis je parlais, je racontais notre truc, et puis à un moment il me fait « Yes, voilà ». Philippe? Allô? Et tout d'un coup, poum! Tout d'un coup, tout le monde la ferme. Parce qu'évidemment, personne ne respectait personne, donc tout le monde parlait entre eux, etc. Ils étaient en train de, je sais pas, de se racheter entre eux, bref. Et là, ça, une chape de plomb qui fait que, oh là, il se passe quelque chose, tu vois. Philippe, tu nous entends? Philippe? Ouais, je vous reçois un mot sur deux, mais enfin, je vais essayer de faire avec. Ouais, je vous entends. Bon, ça fait, ouais, je vous entends. Hop, le téléphone satellite. Le téléphone satellite. L'ennemi du temps Internet, puisqu'il oblige à écouter. Allô? Comment est la mer? Comment est la mer? Bah, la mer là, s'est calmée là, depuis 2 jours avant une prochaine dérouillée que je dois prendre dans les prochaines 48 heures. Une dérouillée. 48 heures. Le petit groupe à droite n'entend pas ces mots-là, trop occupé qu'il est à se célébrer. Lagardère, gêné, fait le tampon, mais c'est trop tard. Et je conclus en disant, bah écoute, voilà, il y a plusieurs centaines de personnes ici, et sache que tout le monde est admiratif, et on est tous vraiment avec toi parce qu'on sait que tu vis un moment difficile, et je vous propose de l'applaudir. Et là, putain, à tout rond. C'était hyper émouvant. Un bateau vient de ramener tout le monde sur Terre. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, la fameuse dérouillée va tomber 48 heures plus tard. La nouvelle économie fait grise mine ce matin. La start-up devenue multinationale, Boo.com, plonge après avoir brûlé près d'1 milliard de francs en quelques mois. Le doute s'installe un peu pour les sites de commerce en ligne. Lionel Cotu. Ils ont fait leur publicité pendant des mois, mais aujourd'hui, Boo.com, un site de vêtements de sport à la mode, considéré comme une des vedettes du net en Europe, met la clé sous la porte. Boo.com, le site de vêtements fashion, la plus grosse levée de l'histoire de l'Internet, un des fleurons de Bernard Arnault, dépose son bilan au bout de 9 mois d'existence. Moi, ce qui m'a fasciné, c'était la première démarche de création d'une marque sur Internet, de création d'une identité, d'une ambiance, de quelque chose d'humain sur Internet. Au lancement du site, il y a quand même eu des réflexions internes pour se demander si on devait afficher les prix sur le site, pour te dire à quel point la mentalité n'était pas commerciale. La mentalité, c'était de faire une marque. C'était, quand tu y repenses, c'est complètement sidérant. Une boutique qui n'affiche pas ses prix. Plus amusant, le train de vie des fondateurs, Ernst et Kaiser, deux amis mannequins qui, entre deux Concorde Paris-New York, ont signé la série la plus drôle de l'année. On commence dans un centre d'affaires Place Vendôme, pour faire simple. Ernst et Kaiser sont arrivés le soir, on a fait la fête, on a bu des bouteilles de vodka, n'en plus finir. Et le lendemain matin, on avait donc les entretiens presse qui démarraient à 9h. Kaiser et Ernst, pas de nouvelles. Kaiser qui arrive comme une fleur à midi avec ses grands airs de star. C'était assez rigolo, oui. On avait prévu que tu puisses faxer l'empreinte de ton pied. Tu faisais une photocopie de ta chaussure et tu l'as balancée par fax à Boo.com pour qu'on ait ton empreinte. Et il y a eu le projet d'avoir un compteur pour voir les ventes en direct. L'Allemagne va vendre 2500 produits le premier jour, la France 2000 produits, l'Angleterre... Non. Les chiffres ont été c'était quelques unités par jour. Donc tu veux, quand on a vu ça, le projet de compteur a été légèrement... La plaisanterie aura englouti 175 millions d'euros en 9 mois. Pour la première fois, les analystes financiers commencent à douter. L'un d'entre eux va se lever pour dire non. Édouard Tétrault entre en résistance. Quand je ne comprends plus, je n'achète plus. Et moi, je ne sais pas si c'est un mérite, ça a été très risqué à ce moment-là, mais moi, en janvier 2000, déjà, je ne comprenais plus ce qui se passait. Et les investisseurs me disaient, mais il est hors de question, mon cher Édouard, que vous dégradiez vos recommandations. Il en est hors de question. Je veux continuer d'acheter. Le momentum est trop fort. Donc si vous dégradez les recommandations sur le secteur, je vous dégrade. Je ne vais plus acheter au Crédit Lyonnais. Moi, simplement, à un moment, 16 mars 2000, j'en pouvais plus. Et il faut rendre hommage aussi aux quelques dirigeants d'entreprises qui sont restés lucides, notamment Patrick Lelay,
Patrick Lelay qui dit aux analystes financiers, c'est formidable, mon cours de bourse est à 100. Figurez-vous que c'est l'objectif que je donnais à mes cadres il y a 2 ans. Mais je le donnais à mes cadres en francs alors que nous y sommes en euros. Patrick Lelay, le PDG de TF1. Un grand vaisseau lui aussi pris dans le cyclone de la folie boursière. En jouant avec leur titre, près d'1 millier de cadres de TF1 sont virtuellement millionnaires. Patrick Lelay profite d'une présentation financière en mars 2000 pour placer un petit tacle glissé sur la cheville du marché. Moi j'ai un peu de temps en temps la désagréable habitude de dire ce que je pense. Ce qui ne vaut pas que des commentaires sympathiques, mais c'est pas grave, aucune importance. Les réunions, moi je fais toujours 2 réunions d'analystes par an, il y avait souvent des journalistes. Si vous leur commencez à leur expliquer tout ce que vous avez fait dans l'année pour que ça marche à peu près bien, ça ne les intéresse pas. Il faut du neuf à chaque fois. J'avais dit la veille à une réunion, ou 2 ou 3 jours avant, une réunion, je ne sais pas bien quoi dire, de nouveau. Je dis bon tiens, pour pas avoir l'air d'un paysan, je vais raconter quelque chose qu'on va faire. Ce qui était vrai d'ailleurs. Mais c'était le début d'une idée. Hein. 1 milliard d'euros, c'était déjà coté 3 jours après dans l'analyse d'une des plus grandes banques allemandes. Là, j'ai commencé à me dire ouf, je ne peux pas porter un jugement sur mon cours. Je ne peux pas dire il va monter ou il va descendre. C'est pas normal. Je peux donner que les informations qui permettent au marché de se dire ça marche bien ou ça marche moins bien. Simplement, on était tellement dans l'exagération que j'ai bien voulu marquer le fait que c'était un cours objectif, mais malheureusement pour nous, il était en francs. Réaction des analystes dans la salle, c'est formidable. La fête est belle. Alors qu'il y avait un dirigeant d'entreprise qui disait au marché « Redescendez sur terre, vous me valorisez 6 fois trop cher ». Ben, des voix comme celle-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, quand j'ai entendu ça, ni une ni deux, j'ai sorti une note pour dire « Prenez vos profits avant un éventuel krach boursier ». C'est lui qui a été courageux. Oui, c'est trop, il a été courageux. Il était analyste au Crédit Lyonnais. C'est effectivement un certain courage quand même. Parce que ah oui, qui faisait la conscience d'ailleurs, mais c'était formidable. Dans un monde occidental sans guerre, soumis à la seule pression des marchés financiers, il faut se demander ce qui définit un acte de résistance moderne. Le 20 mars au matin, dans le sillage d'un jeune analyste de 28 ans, les professionnels de la profession retrouvent le sens des valorisations. Et c'est Amazon qui a donné le tilt. Amazon, qu'est-ce que c'est, dit un fameux papier. Il dit c'est quand même des hangars, des camions, des transporteurs. Certes, il y a le clic de commande de votre bouquin, mais il y a toute une série d'opérations physiques derrière. Et donc il y a des gens qui ont commencé à dire, si on valorise Amazon, non pas comme un média électronique, mais comme une entreprise de transport, est-ce que ça justifie vraiment ces valorisations délirantes? La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut s'attendre à un krach? Est-ce qu'on est dans une situation de krach boursier? Écoutez, quand le Nasdaq perd 25% en une semaine, je crois qu'il ne faut pas poser la question au futur. Le krach a eu lieu. Les valeurs de la nouvelle économie ont chuté verticalement. Le nouveau marché a perdu 50% depuis son plus haut du 8 mars. La correction brutale est en train d'avoir lieu. On assiste déjà à des faillites de sociétés de la nouvelle économie aux États-Unis. Donc nous le vivons, le krach. Le 4 avril, Microsoft, le baromètre du secteur, perd le procès qu'il accuse d'une position de monopole. Le Nasdaq dévisse définitivement. On était donc à Redmond, dans le campus de Microsoft, au Business Center. Donc le matin, les Français de Microsoft nous avaient reçus, petit four, petit café dégueulasse. Et le Français qui nous avait emmenés chez Microsoft, il est revenu, blême. La bourse s'est effondrée. Monsieur Ballmer, Steve Ballmer et Bill Gates sont dans le bloc d'à côté, en train de faire une conférence de presse retransmise par satellite. We think that there's certainly got to be a way to resolve it that's fair to Microsoft, fair to the government, and most of all, fair to consumers. Et donc, on s'est connecté avec l'ordinateur sur le grand écran, et on a vu Bill et les mecs, ils étaient blêmes. Et là, on s'est dit, moi je suis sorti, je fumais encore à l'époque, j'ai allumé un cigare, puis je me suis dit, bon, je vais tomber malade, parce que pendant 4 ou 5 ans, c'est terminé. Et c'est ce qui s'est passé. Le général Billot envoyé à l'infirmerie, c'est toute la profession qui se retrouve orpheline et déconfite face au feu nourri d'une presse prompte à retourner sa veste. En France, ça a été terrible. Du jour au lendemain, après le crash du Nasdaq, je me souviens des unes des magazines, c'était genre, c'est bien fait pour eux. Je crois qu'il y avait dans le Wall Street Journal ou dans le New York Times une caricature dont je me souviens toujours, où il y avait
2001, où il y avait un petit gamin mal habillé, en jean basket, qui était en train de faire des grimaces à un capitaliste en haute forme. Et 2002, le capitaliste en haute forme qui foutait une baffe au gamin. Il y a eu des excès et on savait tous qu'on allait se prendre une claque. C'est un peu dommage qu'on soit pris une aussi grosse claque. Il y a beaucoup de journalistes frustrés de pas avoir participé à ça, d'être restés à l'extérieur. Et quand du coup ils ont vu que la bulle elle éclatait, ils s'en sont donnés à cœur joie. Il y avait un peu une revanche à prendre sur un rêve auquel ils n'avaient pas participé. Et voyant que finalement tout ça s'écroulait, on allait pouvoir casser tout ça. Aux États-Unis, le procès de la bulle démarre, désignant des figures sévèrement sanctionnées. En France, pas de procès, mais une ambiance lourde de suspicion. 7 ans d'un traumatisme qui va placer l'essentiel des protagonistes de l'Internet français en position de coupables. Les capitaux risqueurs. Pourquoi ? Accusés, levez-vous. Parce qu'il y a un mot en finance qui s'appelle investisseur sophistiqué. Un investisseur sophistiqué sait les risques qu'il prend quand il investit. Un entrepreneur entreprend. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait quelque part. Lui, il essaye de s'en sortir. Donc s'il y a des gens qui ont investi dans des business foireux, dont c'est le métier d'analyser la pertinence du business model, et qui ne l'ont pas fait, c'est eux qui ont mis de l'argent dans cette bulle. C'est eux qui ont alimenté la bulle. Si on dit que les capitaux risqueurs sont responsables de la bulle, c'est parce qu'on dit ce qu'on dit, c'est qu'ils ont investi de l'argent trop cher. Et s'ils ont investi de l'argent trop cher, c'est qu'ils avaient trop d'argent. Et s'ils avaient trop d'argent, c'est que les gens qui le leur donnaient les poussaient à investir trop cher. Parce qu'il y a un moment, quand on te donne 100 € et qu'on te dit il faut que tu les aies dépensés dans la semaine, et si on te donne demain 10 000 € et on te dit toujours qu'il faut les dépenser dans la semaine, il est probable qu'avec 10 000 €, tu accepteras pour les dépenser de payer des choses peut-être un peu chères. Le marché financier est très animal, hein. En ce sens qu'il achetait déjà un bruit. Il achetait un bruit colossal, une onde de choc qui allait arriver. Bon, les banques d'affaires ont très bien compris que le marché plierait, que le paplard dégueulerait, ça s'appelle comme ça dans nos métiers, mais elles ne gagnent d'argent que sur l'IPO. Autrement dit, l'introduction. Donc c'était très clair. Donc aujourd'hui, si on devait sur le tribunal de l'Internet demander les condamnations à mort, j'amènerais principalement au premier rang les banques d'affaires, j'attrerais les autorités de tutelle, et je dirais que je relaxerais les jeunes gamins de 20 ans. Je pense forcément qu'il faut être totalement schizophrène ou totalement voyou pour faire ce métier, quoi. C'est difficile, effectivement, d'être à la fois le conseiller, le payeur, le bénéficiaire. Enfin bon, c'est totalement aberrant. Je ne comprends même pas que le système capitaliste fonctionne autour de ça, parce que c'est un pivot majeur du système capitaliste. Et c'est confié à de jeunes blancs-becs qui n'ont jamais rien entrepris dans leur vie. Et je trouve ça aberrant. Ce moment de déraison, d'abord la fête était belle. Elle profitait à tout le monde. Dirigeants d'entreprise qui étaient gavés de stock options, les analystes financiers qui avaient de beaux bonus, et surtout, pour moi, les premiers responsables, ce sont eux, les investisseurs. Les investisseurs qui pouvaient dire, ben regardez, nous faisons plus 30%, plus 50% de valeur en un mois. Les arbres ne grimpent jamais jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. C'est vrai en bourse. Si les marchés financiers se sont trompés en cœur aussi profondément en 99-2000, pourquoi ne se tromperaient-ils pas? Si vous voulez, l'expérience d'AOL, Time Warner, Vivendi, Universal m'ont complètement guéri. Je ne crois plus du tout à l'efficience des marchés financiers. Et par contre, ça m'a ouvert des perspectives. Je crois de plus en plus à la psychologie économique. Et je crois que les économistes n'étudient pas assez les phénomènes psychologiques. La psychologie d'un marché, sa temporalité également. En ces temps proclamés nouveau temps universel, le temps Internet aura justement oublié que le temps des hommes est incompressible. Temps de la transmission, temps de la digestion, temps de la pédagogie pour convaincre un auditoire de la réelle valeur d'usage d'un outil révolutionnaire. Les 7 ans d'hiver de l'Internet auront induit les chroniqueurs en erreur. En fustigeant la période, eux aussi auront oublié de s'acheter le temps nécessaire pour trouver le juste titre. Le titre, je l'ai, c'est « Ils avaient raison ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a prédit, et tout ce que tous ces gens-là, des Jean-Michel Billot, et même des Messier quelque part, il faut quand même lui reconnaître ça, tout ce qu'on a dit en 95, 96, 97, 98 jusqu'en 2000, tout ça a eu lieu et va avoir lieu.
On s'était juste un peu trompé de quelques années. C'est pas important. En finale, on s'était trompé de 4-5 ans. C'est rien dans l'histoire qui nous attend. Alors, si tu dois donner un conseil à un entrepreneur, je lui dirais, c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça, et curieusement, je vais lui dire un truc un peu abstrait, mais je pense que c'est vraiment le truc le plus important pour moi, c'est d'y croire et d'y croire. Et en fait, curieusement, quand on y croit vraiment, on est capable de complètement remettre en question son business. Et c'est pas une question idéologique, c'est une croyance vivante, c'est-à-dire de se dire c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Je sais pas comment, mais je vais trouver le truc. Et si ça marche pas, j'y arriverai comme ça. Merci Gilles.